Céphale est un joueur qui vient de perdre son personnage de niveau maximum lors d'un grand événement de guerre qu'il avait organisé, mais tous ses amis ont eu beaucoup de plaisir. Donc il n'a pas de regrets, son événement de guerre était apparemment si populaire qu'il a reçu une offre de la équipe de développement du jeu, et comme il est excité de voir ce qu'ils ont en réserve pour lui, il clique Accepter sans hésitation. Il aurait probablement dû lire les termes et conditions car quelques instants plus tard, il se retrouve dans une pièce étrange avec des gens le regardant. Et pour couronner le tout, ses bijoux familiaux sont également disparus. Il réalise qu'il a été placé dans le corps de son personnage, Lufus, et que les gens semblent absolument terrifiés par lui, alors il tente de demander poliment ce qui se passe. Cependant, dès que la bouche de Lufus s'ouvre, une pression immense emplit la pièce, et tous ceux qui y sont présents sont poussés face contre terre, au sol. Extérieurement, Lufus demande poliment au groupe s'il goûte généralement le sol chaque fois qu'il rencontre quelqu'un de nouveau, mais à l'intérieur, Sophel est juste paniqué parce qu'il ne sait pas pourquoi tout cela se passe. Juste alors, il se souvient que Lufus a une compétence d'intimidation qui provoque probablement tout cela. Donc il essaie de se calmer et d'éteindre cette compétence. Une fois que les choses finissent un peu par revenir à la normale, Lufus marche jusqu'à l'un des elfes dans la pièce, donc les gens ont été coincés au sol, ce à quoi il tombe inconscient de peur. Mais elle obtient finalement les réponses qu'elle cherche. En bref, 200 ans se sont écoulés depuis qu'elle a été enfermée, et le seigneur des démons est toujours en vie. Ainsi, pour le vaincre, le royaume a tenté de convoquer un autre héros, ce qui explique comment Luffy est arrivé ici. Cela signifie que Suffle a vraiment été aspiré dans le jeu, et il est honnêtement vraiment excité à ce sujet. Mais il réalise qu'il doit être terrifiant d'être présent tout en possédant le corps de Luffy, donc il devrait peut-être partir rapidement avant de donner un coup de cœur à quelqu'un. Juste alors, Luffy parle et elle dit à tous qu'elle comprend leur inquiétude concernant sa présence, puisqu'elle a presque pris le monde en otage à un moment donné. Mais elle les rassure en disant qu'elle a mis fin à ses conquêtes, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Bien qu'elle n'ait aucune intention de devenir leur nouveau héros, elle dit qu'ils peuvent simplement oublier sa présence et convoquer un autre parce qu'elle ne reste pas. Le roi lui demande où elle compte aller, alors Lufus lui dit qu'elle va simplement passer du temps à apprécier ce monde tel qu'il est, mais elle serait prête à revenir si nécessaire. Lufus part alors, et Safel comprend miraculeusement comment fonctionnent les ailes de Lufus, donc il est capable d'utiliser celles-ci sans trop de problèmes. Lufus était le principal de Safel lorsque X-Gate a été lancé initialement. Et grâce au système novateur du jeu, les actions des joueurs étaient officiellement ajoutées en tant que légende. Donc avec toutes les heures et les dollars que Sufu a dépensés pour amener Lufus au sommet des classements, elle est généralement reconnue comme l'une des personnages les plus terrifiants de ce monde. Il aurait pu rester au sommet des classements éternellement, mais cela aurait été bien trop ennuyeux, donc au lieu de cela, il a fait un marché avec tous les joueurs les plus hauts du classement à l'époque, et a fait en sorte que chacun soit divisé en factions claires et sombres, afin qu'ils puissent avoir une guerre totale. La guerre en question a conduit à ce que Lufus soit enfermé dans un espace sous-dimensionnel après sa défaite, et bien que cela ait été beaucoup de plaisir pour Sappho, cela a été la réalité pour ce monde. Donc Lufus est presque universellement crainte ici pour ce qu'elle a fait. Bien sûr, pendant tout ce temps, Sefel et ses amis ignoraient complètement l'objectif principal du jeu, qui était de tuer le Seigneur des démons, donc Orm est toujours en vie, et l'a été depuis que Lufez a été enfermé. Mais cela n'est pas en haut de sa liste de priorités, donc elle s'en occuperait plus tard. Pour l'instant, elle veut simplement vivre le monde du jeu, qui est maintenant une réalité. Lufas première étape est son ancienne base opérationnelle, et c'est vraiment une vue impressionnante. Bien sûr, elle est un peu rouillée après 200 ans de poussière, mais c'est toujours incroyable de la voir en personne. Lufus prend place sur le trône, et Saffold commence à penser à tous les bons moments qu'il a passés avec ses amis dans cet endroit. Il se souvient comment ils ont du plaisir à discuter de plein de bêtises tout le temps, mais il réalise que ces discussions étaient toutes dans un groupe chat. Alors pourquoi se rappelle-t-il de cela comme s'il était là en personne? Juste alors, Lufus remarque quelqu'un qui approche, ce qui la met sur ses gardes car la base devrait être vide. Mais quand elle regarde, il s'avère être une fille aux cheveux bleus nommée Dina. Elle est vraiment excitée de voir Lufus car elle a attendu 2 siècles pour son retour, mais Lufus ne sait pas qui est cette fille. Diana est profondément blessée de réaliser que Lufus a oublié même si elle était son conseiller le plus fidèle, mais Lufus ne se souvient jamais d'avoir eu besoin d'un conseiller. Cependant, maintenant qu'il y réfléchit, Sifu se souvient qu'en construisant cette base, il avait pensé que ça serait sympa d'avoir un PNJ en arrière-plan pour rendre l'endroit plus vivant, donc il a placé Dina et l'a laissée là. Elle doit avoir repris conscience lorsque ce monde est devenu réalité, et Sappho se sent un peu mal car elle a été coincée ici seule pendant 200 ans. Donc Lufus joue le jeu et dit qu'il n'est pas possible qu'elle ait oublié Dina. Elle remercie Dina pour avoir protégé la base pendant qu'elle était partie, et Dina est extrêmement reconnaissante d'entendre de si gentilles paroles de la part de Lufus. Mais mis à part cela, avec tout le temps qui s'est écoulé, Lufus est hors de la boucle sur l'état actuel du monde, donc elle demande à Dina une courte leçon d'histoire pour se mettre à jour sur les affaires modernes. Dina dit qu'elle serait plus que heureuse d'expliquer tout ce qu'elle sait.
Donc elle raconte à Lufus que, après sa défaite, les 7 héros ont fondé leur propre nation séparée. 4 d'entre eux sont déjà morts naturellement au cours des 200 dernières années, mais les 3 qui ont une plus grande longévité sont encore là. Lufus ne peut s'empêcher de se demander si les héros de ce monde sont vraiment encore ses amis ou s'ils sont devenus des PNJ. Suki prévoit de les rencontrer plus tard. Ensuite, Dina explique que le roi des démons, Orm, est toujours en vie, et c'est principalement parce que les 7 héros n'ont pas réussi à le vaincre après avoir enfermé Lufus. D'autres nouvelles, Dina dit que les 12 étoiles célestes de Lufus sont toujours là, bien que la plupart aient pris leur propre chemin. Les 12 étoiles sont un groupe de monstres rares et puissants PNJ que Séphil a collectés, parce qu'il pensait que ce serait cool d'avoir une petite armée d'officiers généraux élites sous lui. Lufre demande à Dina s'il y a des mises à jour sur les 12 étoiles, et elle dit qu'elle sait où se trouvent 6 d'entre eux, mais 2 de ceux 6 semblent avoir joint les forces de l'armée des démons pour essayer de se venger des héros qui ont enfermé Lufus. Lufus est un peu déçu d'apprendre que certains de ses subordonnés ont rejoint l'armée des démons suite à sa défaite, car la rancœur n'était jamais très profonde, donc elle va devoir leur faire la leçon une fois qu'elle les aura trouvés. À part cela, elle est contente qu'elle ait quelque chose à faire maintenant. Son premier plan était de simplement explorer le monde pour le plaisir et de découvrir si les 3 héros restants sont des joueurs comme elle ou non. Mais d'abord, elle doit rassembler les 12 étoiles célestes, car elle serait responsable si l'une d'entre elles causait des problèmes pour rien. Elle demande à Dana de lui donner la localisation de la première étoile céleste, donc elle active une carte et pointe vers un endroit appelé Svel. C'est là que l'un des héros a vécu pendant les dernières années, et l'étoile céleste, Eris, a essayé d'envahir cet endroit pendant des mois maintenant. Maintenant qu'elle sait où trouver Eris, elle immédiatement part pour le chercher. Mais Dina crie pour qu'elle revienne, car elle ne peut pas partir sans faire de préparatifs. Tout d'abord, Lufus n'a pas d'argent sur elle, et Dina serait volontiers prête à lui en donner. L'inflation est un casse-tête, et elle a attendu si longtemps que toutes les pièces qu'elle avait sont pratiquement sans valeur maintenant. Lufus dit qu'elle peut simplement gagner plus d'argent en route, mais Dina lui dit que personne ne voudrait faire des affaires avec la conquérante légendaire. Lufus argumente que personne ne reconnaîtrait son visage après 200 ans, mais elle est rappelée que des races comme les elfes existent, et un tas d'entre eux connaîtraient sûrement qui elle est, surtout étant donné que le royaume a probablement publié un avertissement public de son arrivée. Cependant, si Lufus veut gagner de l'argent, Dina sait d'une mission qu'elle peut faire sans avoir besoin de vérification de fonds. L'aventure. Pour commencer, Dina laisse Lufus à la ville de commerce de Yidler, mais elle attirerait trop l'attention avec ses ailes sombres, exposées, donc Lufus les enfonce dans sa cape massive comme une cachette. Elle déteste combien elle est inconfortable de marcher comme ça, mais ils n'ont vraiment pas beaucoup de choix dans cette situation, donc elle devra s'en accommoder pour l'instant. Une fois qu'ils arrivent à la guilde des aventuriers, Lufus mentionne qu'il lui semble nostalgique d'être de nouveau dans la tanière des marginaux et des dégénérés, car selon son histoire, elle était une aventurière avant de fonder sa nation sombre. Cependant, elle réalise rapidement à quel point il est étrange de ressentir de la nostalgie de cela, quand c'est techniquement sa première fois poser le pied dans la guilde. Dina remarque que Luffy semble perdu dans ses pensées, donc elle lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle la repousse simplement et dit qu'il devrait aller jeter un œil au tableau des missions. Tandis qu'il cherche le tableau des missions, Dina repère une mission qui paie 3000 pièces, et tout ce qu'il devrait en faire est de trouver une bonne quantité de chats perdus. Lufus est d'accord qu'il semble être un bon marché, mais cela prendrait des âges pour trouver les chats, et elle préfère ne pas passer une semaine sur une quête secondaire, donc il continue à chercher. Juste alors, ils trouvent un bon travail de chasse, ils paieront 3500 pièces, et tout ce qu'ils devraient mettre à faire est de chasser quelques orques. Donc Lufus pense que c'est parfait. Les orques ont 3% de chance de laisser leur viande lorsqu'ils meurent, et si vous mangez leur viande, votre santé maximale augmente. Donc elle va faire un peu de farming de HP pendant qu'ils sont dehors. Le lendemain, les deux arrivent au village où la demande a été faite, et ils parlent au chef du village, un vieil homme fatigué qui veut simplement mettre fin à tout cela une bonne fois pour toutes. Il explique que les orques ont ravagé leur village pendant une longue période maintenant, en enlevant leurs femmes, tuant leurs hommes et détruisant tout ce qu'ils ont construit. Il supplie les deux de les débarrasser d'eux au nom de ce village, et Dina assure joyeusement qu'il n'y a pas à s'inquiéter, car Lufus écrasera ces orques sans aucun doute, et il est vraiment reconnaissant pour leur aide. Avec cela dit, ils sortent dans la forêt pour traquer la tanière des orques, et avant longtemps, ils réussissent à la trouver avec 2 orques postés devant en sentinelle. Donc Lufus commence à se préparer à attaquer. À vrai dire, elle n'a pas vérifié son écran de statistiques depuis qu'elle est arrivée. Donc elle le fait, et heureusement, elle a encore toutes ses capacités de niveau maximum, donc tuer les orques ne devrait pas être difficile. Mais elle n'est pas sûre si elle est mentalement prête pour cela, car tuer ces créatures sur l'écran est complètement différent de les tuer dans la vraie vie. Elle active l'une de ses capacités et crée une douzaine de sabres à côté d'elle avant de les lancer droit vers les orques. Et le désastre résultant est absolument répugnant, mais pour une raison inconnue, Lufus se sent étrangement calme à propos de cela. Plus tard, la tanière des orques est alertée à la présence d'un intrus, donc ils sortent tous et l'encerclent Lufus dans quelques instants. Ils ont aussi un orque assez gros en tant que chef, donc n'importe quel aventurier normal serait en difficulté, mais lorsqu'ils commencent leur attaque contre Lufas,
ils sont tous si lents qu'ils ressemblent à ne presque pas bouger. La différence est si grande qu'elle réalise qu'elle n'aura probablement même pas besoin de créer davantage de sabres pour les gérer, donc elle s'élance et commence à couper les têtes des orques à toute vitesse. Elle est si rapide que le chef orc ne sait même pas ce qui se passe, tout ce qu'il voit, c'est les têtes de ces hommes volant de leur corps. Elle s'arrête ensuite et regarde le gros type juste pour dire: Je viens de liquider votre escouade entière, que comptes-tu faire à ce sujet? Il entre en folie en essayant de la renverser au sol. Mais il est loin de sa joie, parce que Lufus est pratiquement une catastrophe ambulante, et il est juste un obstacle sur sa route. Pas de blague, tout ce qu'elle a fait alors que roi était de lui faire un petit poing serré sur la tête, et une seconde plus tard, un trou béant était percé dans sa tête. Donc elle est vraiment trop forte. Après que Lufus a terminé son massacre, Dina commence à harvester les cadavres des orques, et elle est ravie de découvrir que celui-ci a encore son filet tendre intact. Selon Dina, la vitalité d'un orque est stockée dans son filet tendre. Et si celui-ci n'est pas endommagé, manger celui-ci transfère cette vitalité à l'utilisateur. Elle propose de préparer quelque chose pour Lufas une fois qu'ils seront de retour, donc elle crée une série de portails et stocke les cadavres. Lufas ne savait pas que Dina avait une capacité comme celle-là, mais avoir la téléportation sera définitivement utile à l'avenir. Mais pour l'instant, il est temps pour eux de sauver toutes les femmes enlevées par les orques. À la grande surprise de Dina, après avoir libéré toutes les femmes, elle découvre qu'elles semblent toutes en parfaite santé. Lufus ne trouve pas cela étonnant du tout, car dans l'histoire du jeu, les orques sont en réalité très gentils avec les filles. Ils sont juste très moches et ont des statistiques de charisme extrêmement basses, donc ils ne s'embêtent même pas à essayer de séduire qui que ce soit et sautent directement à l'enlèvement. Dina est choquée d'entendre cela, car elle ne peut pas imaginer de si horribles monstres être des messieurs. Mais peu importe comment ils ont traité leurs otages, cela ne change pas le fait qu'ils ont enlevé les femmes en premier lieu. Donc, Lufas crée une grande main de roche et fracasse la grotte pour s'assurer qu'il n'y a pas de survivants. Dina demande à Lufas si elle voudrait effacer les souvenirs des filles, car elle voudrait qu'elle n'ait pas à se rappeler des visages moches des orques qui les ont enlevés. Mais la réaction sincère de Lufas est: Pourquoi as-tu suggéré de supprimer les souvenirs comme si c'était une chose normale à faire? Elle demande à Dina si elle peut vraiment effacer les souvenirs de quelqu'un, et elle répond qu'il est vraiment facile. En fait, si elle le voulait, elle pourrait manipuler et surécrire la personnalité d'une personne, mais à part le fait que c'est effrayant que Dina puisse faire cela sur un coup de tête, Lufus ne pense pas que cela soit nécessaire de modifier les souvenirs de quelqu'un à cause d'un incident comme celui-ci. Ils ont juste besoin de ramener les filles en sécurité dans leur village. Donc Lufas invoque un golem et le fait porter tout le monde pendant le voyage de retour. Cette mission s'est bien passée, mais Lufus ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne d'autre n'a accepté avant qu'il ne vienne seul. Dina explique que c'est parce qu'il n'y avait pas d'incentive pour prendre le risque, mais cela ne fait aucun sens pour elle, car la seule viande d'orque suffirait amplement à justifier le défi. Cependant, Dina informe Lufus que la plupart des gens ne prennent pas ce risque, car pour simplifier, les guerriers de cette ère sont lamentables. Par exemple, Dina dit que le royaume qui a invoqué Lufus s'appelle le royaume de l'outil, et elle veut qu'elle devine quel niveau est le meilleur guerrier de ce royaume. Comme c'est leur meilleur combattant, Lufus suppose que l'homme doit être aussi fort qu'elle, mais à sa grande surprise, elle est informée que le meilleur guerrier de ce royaume est seulement niveau 1-20. Cela ne fait aucun sens, car elle sait pour une chose que beaucoup de gens ont atteint le niveau 1000 à côté d'elle dans le jeu, mais Dina la rappelle que ceux-ci étaient tous des gens de l'époque précédente, et franchement, ils étaient les sueurs les plus suantes. Réaliste pour atteindre le niveau 1000, on devrait combattre constamment, chaque seconde de chaque jour, et consacrer toute sa vie à devenir plus fort. Et les gens de cette génération ne peuvent pas faire cela. Au moins sans mourir dans le processus. Lufre comprend maintenant pourquoi il serait difficile pour les gens de cette ère d'atteindre le niveau maximum. Car pour elle, c'était juste un jeu. Donc il était naturel de gratter autant de niveaux possible. Mais pour les gens de cette ère, c'est leur seule vie. Donc ils ne veulent pas la gaspiller. Lufre et Dina finissent par revenir au village, et les villageois sont tous si heureux de se retrouver ensemble. Les femmes sont toutes extrêmement reconnaissantes envers Lufre pour les avoir ramenées chez elles, et Lufre est contente de les voir si heureuses. Mais si elle savait sa véritable identité, elle ne serait peut-être pas si joyeuse en ce moment. Le chef du village présente Lufus et Dina au prix convenu, et après vérification, Dina confirme qu'il est tout là-dedans, donc ils sont prêts à partir. Cependant, avant qu'ils ne partent, le chef demande à Lufus si le village peut vraiment garder son golem. Lufus dit qu'elle ne s'oppose pas à laisser celui-ci derrière, donc il devrait utiliser celui-ci comme garde pour protéger le village en cas d'arrivée d'autres orques un jour. Le chef est tellement touché par la gentillesse de Lufus qu'il suppose qu'elle doit être une messagère de Dieu, mais cela n'est pas la vérité. Lufus décide qu'il est temps de partir, mais avant de le faire, les villageois lui demandent au moins de leur dire son nom pour qu'ils sachent comment appeler leur sauveur. Sans réfléchir, Lufus tente de révéler son identité, mais Dina intervient et donne aux villageois un faux nom à la place. Lufus est furieuse que Dina l'ait coupé ainsi, mais ils ont déjà discuté de cela. Si quelqu'un découvrait l'identité réelle de Lufus, cela causerait une panique massive, et ils ne peuvent pas avoir cela. Puisqu'ils ont maintenant suffisamment d'argent pour couvrir leurs frais de voyage, rien ne les empêche de se diriger droit vers Svoul. Mais Lufus ne peut pas être trop heureuse à ce sujet,
car la seule raison pour laquelle ils vont là-bas est pour arrêter l'un de ces 12 étoiles, Arès, de continuer à attaquer. Elle doit aussi confirmer si les héros survivants sont vraiment ses anciens compagnons ou non, donc sa première étape sera de rencontrer Mégresse. Alors qu'ils approchent de la ville, Lufus commence à remarquer plusieurs lumières jolies qui flottent autour d'eux. Donc elle demande à Dina ce qu'elles sont, et on lui explique que ces lumières sont de petits morceaux de mana qui flottent autour car le sol ici est si riche. Elle dit qu'il s'agit de preuves qu'il s'approche de la nation de Sval, et en fait Dina peut déjà la voir depuis ici. Elle semble vraiment excitée d'être ici, mais Lufus ne voit pas ce qui est si grandiose à propos de cela, car elle ne voit qu'une petite ville d'eau ordinaire. Ils descendent jusqu'à la porte principale, et là, un garde hurle que tout le monde cherchant l'entrée dans Scal doit être prêt à présenter son passeport. Lufus ne savait pas qu'ils auraient besoin d'un passeport pour entrer dans la ville, donc elle commence à s'inquiéter qu'ils ne puissent pas entrer. Cependant, Dina n'est pas du tout inquiète, car elle a le talent parfait pour cela, la falsification de documents. Elle simple marche jusqu'au garde et présente deux passeports qu'elle a créés pour elle-même et Lufas, et après vérification, le garde est convaincu qu'ils doivent être réels, donc il permet aux deux d'entrer dans la ville. Alors qu'ils marchent dans les rues, Dina explique à Lufus que la ville de Sval a été fondée par l'elfe sage Mégaris, et elle est bien connue pour la richesse de ses connaissances magiques. Cette région est également particulièrement riche en mana ambiant, donc plusieurs sorciers et savants viennent ici en espérant approfondir leurs connaissances sur la pratique magique. Dina demande ce qu'ils ont comme objectif dans la ville aujourd'hui. Alors Lufus lui dit qu'elle prévoit tout d'abord de rendre visite à Migresse, car elle a beaucoup de choses bien à lui parler. Dina panique en l'entendant parce qu'elle pense que Lufus veut attaquer le château de Mégrèze, mais elle lui assure que ce sera juste une visite pacifique. Après tout, Arès a causé beaucoup de problèmes inutiles à Mégrèze, donc elle doit encore s'excuser auprès de lui, mais avant cela, Lufus dit qu'elle voudrait aller dans une bibliothèque car il reste beaucoup à apprendre sur l'histoire de ce monde. Il commence à demander des indications pour la bibliothèque la plus proche, jusqu'à ce qu'il rencontre un homme nommé Grants. Il peut voir que Lufus et Dina doivent être de nouveaux arrivants, car pratiquement tout le monde sait que toutes les bibliothèques sont situées dans la partie est, mais il a du temps libre, donc il offre de les guider. Dina le remercie et se présente comme une marchande voyageante avec Lufas comme employé suspect, mais Lufas lui tape sur le pied au milieu de sa phrase pour la faire taire, car qui introduit son compagnon comme suspect? Grants peut certainement voir que Lufus semble suspect, mais il ne veut pas lui en tenir rigueur, car il est sûr qu'elle a ses raisons, et Lufus est reconnaissante pour sa compréhension. Pendant que Grants les guide à travers la ville, Dina commente sur la vitalité de tous ceux qui y vivent, et Grants convient que les gens ici sont effectivement joyeux. Mais puisque la ville a été attaquée par Arès pendant plusieurs années, la plupart des gens ne vendent pas ici. Lufus remarque que son expression s'éclaire un peu, car elle réalise que la situation ici est en grande partie de sa faute, et Grants remarque cela. Mais il suppose qu'elle doit simplement être inquiète face à la menace d'une attaque d'Arès. Donc il l'assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car le système de défense de la ville est impénétrable. Il explique que le lac entier autour de la ville est en réalité un golem créé par Mégresse. Et chaque fois que Arès a été attaqué jusqu'à présent, il a été repoussé par le gardien de la ville, le golem. Luffy examine le lac et découvre qu'il s'agit bien d'un golem. Bien que niveau 500 ne semble pas très impressionnant pour elle, les millions de points de vie qu'il possède sont certainement une statistique incroyable, donc si Maigret a pu créer quelque chose comme ça, alors il doit l'être vraiment doué. Grant dirige ensuite Lufas et Dina vers le monorail de la ville et leur dit qu'il les emmènera rapidement dans la partie est. Dina et Lufas devront continuer seuls à partir de là, donc il remercie Grant pour son aide et il leur souhaite bonne chance pour leur visite à la bibliothèque. Quand Grant s'éloigne, Lufus jette un coup d'œil rapide à son feuille de statistiques, et il se révèle être niveau 82. C'est techniquement assez bas, mais selon les normes des combattants de cette époque, Grant est l'un des plus forts. Dina demande à Lufus de venir avec eux pour monter dans le monorail, et maintenant qu'elle y pense, elle ne se souvient pas avoir vu de monorail dans le jeu original. Une fois qu'ils arrivent à la bibliothèque, Lufus se dirige droit vers la section d'histoire afin qu'elle puisse découvrir ce qui s'est passé pendant les 200 ans où elle était enfermée, mais pendant qu'elle cherche parmi les rayons, elle trouve quelques livres qui semblent particulièrement inhabituels. Par exemple, ces trois-ci parlent de comment les 7 héros étaient des idiots de laisser enfermer Lufas, et elle trouve étrange que la bibliothèque puisse avoir des livres comme ça alors que la ville est dirigée par Mégrèze, l'un des 7 héros. Dina rappelle à Lufas que Mégrèze n'a pas établi un régime dictatorial, donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent à son sujet. Et ce n'est pas tant qu'il déteste les 7 héros, mais plutôt que les gens ne pensent pas vraiment que Lufas était mauvais au début. Bien sûr, ils étaient terrifiés d'elle à l'époque, mais au fil des 200 ans écoulés, cette peur a été oubliée, et certains ont commencé à réaliser que le règne de Lufus n'était pas si mal. Selon l'un des livres d'histoire, Lufus était une ombre noire mystérieuse qui est apparue du jour au lendemain et a uni le monde sous son règne en un battement de cils il y a 200 ans. Bien qu'elle ait été stricte, elle n'était pas une tyrannie. Beaucoup étaient mieux lotis sous son règne, mais l'humanité a finalement refusé son règne et l'a enfermée pour récupérer leur autonomie. Ce serait en soi un problème, mais la seule chose qui a empêché les démons de la perturber pendant tout ce temps était la menace de Lufus et de ses 12 étoiles.
Donc, une fois qu'elle a été enfermée, l'armée des démons a profité de la situation pour attaquer et détruire l'humanité. Naturellement, les héros ont tenté de les arrêter, mais leur pouvoir était insuffisant, et ils ont été vaincus. Depuis lors, une grande partie du territoire de l'humanité a été progressivement pris en otage par les démons, et maintenant, ils sont sur le point d'être éliminés complètement. Lufus commence à paniquer, après avoir entendu cela, car elle ne savait pas que le monde était sur le point de s'effondrer. Cette guerre qu'elle a lancée était juste un événement amusant entre joueurs. Mais personne ne lui avait prévenu que sa décision plongerait le monde dans une situation aussi grave. La visite à la bibliothèque a aidé Lufus à comprendre ce qu'elle doit faire, donc elle dit à Dina qu'elle doive trouver Arès immédiatement. Cependant, quelques instants plus tard, toute la ville commence à trembler sous le choc d'un séisme majeur. Un alarme est immédiatement levé et tous les mercenaires disponibles sont appelés aux frontières pour se préparer à une attaque imminente. Lufus regarde les dommages causés et demande à Dina si une ville comme celle-ci peut normalement subir des séismes de cette ampleur. D'après ce qu'elle sait, cela presque jamais arrive. Donc Lufus conclut que cela doit être le résultat d'un des pouvoirs d'Arès, et il doit être en route pour lancer une attaque massive. Il n'y a pas de temps à perdre, donc Lufus crée un volant et ordonne à Daemon de monter immédiatement. Tandis qu'il vole Moro vers le chaos, Lufus réfléchit à la situation, et rien de cela ne lui paraît logique. Elle sait que Arès était toujours un mouton inoffensif, et qu'il n'est pas dans sa nature d'attaquer un pays de cette manière à plusieurs reprises. Donc elle se demande si cela n'est pas juste parce qu'elle a folle été enfermée. Et d'un autre côté, elle se demande pourquoi elle a des souvenirs d'Arès en premier lieu, puisqu'elle n'a jamais vraiment interagi avec lui dans le jeu. Mais sa principale préoccupation en ce moment est de l'arrêter, donc elle peut s'inquiéter de ses souvenirs plus tard. Quand Arès était encore un petit agneau, il errait dans la forêt quand il est tombé sur Lofus. Elle était surprise de voir un agneau arc-en-ciel ici, puisque c'est une créature légendaire qui est supposée naître une fois tous les 500 ans. Mais lorsqu'elle s'en approche, il recule en tremblant et commence à pleurer. Luthor a remarqué ses larmes, et si elle devait deviner, l'agneau avait probablement fui depuis sa naissance, caché tantôt des monstres, tantôt des humains, car une seule touffe de sa laine est plus précieuse que l'or. Elle ne nie pas qu'il ait de bonnes raisons de pleurer, mais elle lui demande quel est le point de pleurer autant. Elle lui dit qu'au cas où il est en colère contre sa situation, il doit être prêt à frapper ceux qui viendront après lui. Sinon, Gaë devra s'attendre à vivre le reste de sa vie trempé de tristesse. L'agneau a pris ses mots au sérieux et a attaqué Lufus pour montrer sa détermination à devenir plus fort. Et elle aimait son esprit de combat. Donc elle a mis l'agneau au sol et lui a demandé de la suivre. Elle lui a dit qu'elle n'était pas encore à son plein potentiel, mais elle voulait conquérir le monde entier un jour et qu'elle voulait qu'il devienne son premier compagnon. Elle lui a demandé s'il avait déjà un nom, et l'agneau a secoué la tête, lui disant non, donc Lofus a regardé les étoiles avant de lui donner le nom d'Arès. Au moins, c'est ainsi que s'était racontée l'histoire. À présent, Gonz et ses hommes couraient tous pour intercepter les forces d'Arès, car c'est clairement le début d'une attaque massive. Une fois qu'il arrive aux lignes de première ligne, il voit une immense armée de monstres avançant lentement vers les portes de la ville, et il commence à s'inquiéter, car il n'y aura aucun moyen pour lui de tenir jusqu'à ce que l'armée principale soit prête pour le combat. Le séisme plutôt doit être la déclaration de guerre d'Arès, puisque peu importe son mépris pour eux, Luffy a établi une règle selon laquelle il n'est pas autorisé à attaquer sans en faire la déclaration d'abord. Et depuis, il suit cette règle religieusement. Avant longtemps, l'avant-garde de la ville arrive, donc l'ordre est donné à tous les magiciens et archers de tirer avant que les monstres ne se rapprochent trop. Après avoir abattu les monstres, les soldats commencent leur charge, car ils doivent maintenir les monstres à distance jusqu'à ce que l'armée principale arrive. Gans est en avant et commence à abattre les monstres de droite à gauche, mais bien qu'il se porte bien, ses subordonnés ne sont pas aussi forts qu'il ne l'est, donc beaucoup d'entre eux sont tués. À ce rythme, Gans ne pense pas qu'ils pourront tenir beaucoup plus longtemps. Cependant, juste avant que les troupes ne soient venues submerger, des milliers de pics de glace tombent du ciel, et lorsque les soldats regardent vers la ville, ils voient Mégrez et Livia, la golem d'eau. Ils sont tous soulagés que leur dieu protecteur soit arrivé, et Mégrez leur dit qu'ils peuvent tous reculer maintenant, car Lévia va gérer le reste. Il donne ensuite l'ordre à Lévia d'attaquer, et dans la foulée, une dizaine de forces de monstres sont annihilées. Pendant ce temps, Lufus observe la bataille à distance, et elle avait prévu d'intervenir si la situation devenait critique, mais avec Lévia et Mégrès sur les lieux, il ne semble pas qu'elle soit nécessaire après tout. Parlant de Mégrez, Lufus décide de vérifier ses statistiques pour voir s'ils sont encore aussi bons qu'ils l'étaient quand elle et Mégrez jouaient ensemble, mais à sa surprise, il est seulement niveau 500 maintenant. Et il est affecté par un débuff appelé la malédiction du vaincu. Lufus n'a jamais entendu parler d'une malédiction comme celle-là, donc elle demande à Dina si elle a une idée de ce qu'il s'agit, et selon les rumeurs qu'elle a entendues, après que les héros aient échoué à vaincre le Seigneur des démons, tous ont été frappés par une malédiction qui a scellé la moitié de leur pouvoir, ce qui explique pourquoi Mégrez est si faible maintenant. Et maintenant que Dina y réfléchit, si Mégrez ne peut plus utiliser ses pouvoirs pleinement, cela signifie qu'il ne peut plus créer de golems comme Lévia. Donc si elle tombe, la ville sera véritablement condamnée. Tout à coup, la terre commence à trembler alors qu'un monstre géant approche des montagnes, et c'est bien sûr Arès.
Après un court échange de regards, Arès et Lévia se battent, et puisque l'élément d'Arès est le feu, Mégresse pense que Lévia devrait avoir l'avantage dans une confrontation directe. Livia utilise un attaque en spirale d'eau, forçant Arès à reculer initialement, mais il revient aussitôt avec une boule de feu massive. Au début, il semble que la boule de feu ait manqué complètement Lévia, mais Arès n'avait jamais visé elle en premier lieu. Son vrai cible était Mégresse tout le temps, mais heureusement, juste avant que la boule de feu ne l'atteigne, Livia parvient à intervenir et éteint l'explosion. Mégresse envoie ensuite Livia en vague de marée pour pousser Arès en arrière, mais il utilise une compétence de saut de flamme pour sauter au-dessus d'elle et commence à avancer droit sur Mégresse. Mégresse met en place un bouclier pour se défendre, mais puisqu'il est seulement la moitié de sa force précédente, Arès finit par l'emporter et brise le bouclier. Cependant, avant qu'il puisse briser le bouclier, Lévia s'approche derrière Arès et le bloque dans un étau. Les soldats encouragent Lévia à mettre fin à cela, et Dina demande à Lufus comment elle pense que cela va se terminer. Pour cette bataille, Lufus dit que Lévia gagnera, mais cela ne signifie pas qu'elle gagnera la guerre. Beaucoup de la santé de Lévia a été drainée en prenant tous les coups d'Arès, et il est probable que c'était le but d'Arès dès le début. Il savait qu'il ne pourrait pas battre Lévia dans un combat à 1 contre 1, donc il a prévu de réduire sa santé constamment et de reculer pour pouvoir attaquer à nouveau plus tard. Lupus est impressionné que Arès ait pu penser logiquement pour comprendre que Lévia ne peut pas poursuivre une fois qu'il recule, donc une série de raids réguliers garantirait sa victoire finale. Cependant, Lufus ne peut pas laisser son plan aller plus loin que cela, car il serait dangereux s'il détruisait réellement Lévia. Donc elle devra affronter lui-même. Elle attrape Dina et saute sur le champ de bataille. Et juste avant que Arès ne lance un autre coup puissant, Lufas le renvoie de l'autre côté des montagnes. Tout le monde est sidéré en voyant le monstre terrifiant envoyé voler en éclats en un instant, et Mégresse se demande qui sur Terre pourrait posséder une telle puissance. Mais même si Lufus cache encore son identité, dès qu'il entend la façon dont elle parle, il commence à deviner. Lufus ne veut pas confirmer ou nier quoi que ce soit encore, donc elle dit à Mégresse qu'elle gérera Arès toute seule, après quoi elle reviendra discuter avec lui. Cependant, avant qu'elle parte, Mégresse lui dit qu'il y a quelqu'un derrière les scènes manipulant la soif de vengeance d'Arès. Donc elle doit être prudente. Le conseil vient d'un ancien ami. Donc Lufus dit qu'elle tiendra compte de cela, puis elle s'envole pour affronter Arès. Une fois qu'elle arrive devant lui, Arès demande qui elle est, et cela est une surprise, car quand elle a joué le jeu, Arès n'a jamais fait que faire des bruits de mouton, donc elle ne savait pas qu'il pouvait parler. À part cela, puisque Arès ne semble pas la reconnaître, elle active sa compétence d'intimidation, et dès que Arès ressent la pression terrifiante qui émane d'elle, il est rappelé à sa maîtresse. Cependant, même si elle est juste devant lui, Arès refuse toujours de croire que c'est elle, car il est sûr que Luthorus est mort depuis longtemps. Luthorus n'est pas sûr s'il compte vraiment comme l'original, puisqu'il a été techniquement réincarné, mais peu importe, c'est certainement le corps de Luthorus. Elle ne veut pas perdre de temps à essayer de convaincre Arès avec des mots, donc elle lui dit qu'elle est libre de venir tester sa force elle-même s'il ne croit pas qu'il s'agit d'elle. Et comme courtoisie supplémentaire, elle promet de ne pas le blesser trop fort. Arès hésite un moment car la femme devant lui ressemble vraiment à Lufus, mais il se persuade qu'elle doit être une fausse car il ne peut pas croire que sa maîtresse est revenue. Il prépare à attaquer avec toute sa puissance, et Lufus commence à s'exciter car c'est la première fois qu'elle affronte un monstre assez fort pour survivre à ses attaques, donc c'est sa première vraie bataille. Arès charge vers Lufus avec toute son intensité, cependant, après l'avoir repoussé de plusieurs centaines de mètres, Lufas arrête facilement son momentum avec une main et lui dit qu'il est effectivement devenu plus fort que lorsqu'il avait 200 ans. Arès continue de l'essayer de repousser, mais Lufas ne bouge pas du tout, et elle-même l'appelle adorable pour avoir essayé si fort. En récompense de son effort, elle dit qu'elle va lui donner un câlin, et dans la seconde suivante, Arès est soulevé par les cheveux. Lufus le jette ensuite dans les airs, mais elle n'est pas encore finie, donc elle s'envole après lui. Une fois qu'elle est au-dessus du corps d'Arès, elle dit qu'elle va caresser doucement sa tête. Lufus pousse ensuite Arès avec la force d'un camion de 10 tonnes, envoyant voler celui-ci au sol. Mais avant qu'il ne touche le sol, elle s'envole sous lui et décide de caresser sa mâchoire également, donc Arès est envoyé de nouveau dans les airs. Les gens regardent la scène en silence, sidérés car ils n'ont jamais vu une telle démonstration de puissance auparavant. Lufus finit par fracasser Arès au sol, le faisant ressembler à Yancha, mais elle n'est pas encore finie. Arès commence à brûler de flammes bleues brillantes, et Lufus suppose que c'est son attaque la plus puissante, donc elle lui dit de venir à elle avec tout ce qu'il a. Il avance avec une vitesse incroyable, et avec un grand sourire sur son visage, Lufus avance pour l'intercepter, ce qui entraîne une explosion massive visible à des kilomètres. Une fois que la poussière s'est évanouie, on voit que Lufus a une nouvelle fois arrêté Arès avec la paume de sa main, et elle lui frappe ensuite avec le doigt dans les rochers. Elle demande à Arès s'il doute encore qu'elle soit vraiment Lufus, mais tout à coup, il sort des décombres et change en forme humaine pour s'excuser auprès de Lufus pour son comportement fou.
Lufus est surprise au début car elle savait que Ares avait une forme humaine, mais elle ne se souvenait pas qu'il était un femboy. Mais maintenant qu'elle y réfléchit, elle se souvient d'un groupe de discussion où elle et ses amis avaient décidé de donner à Ares une forme femboy en plaisantant, et il avait choisi de s'en accommoder. 20 minutes plus tard, Ares finit par arrêter de pleurer et s'excuser. Donc Lufus regarde sa feuille de statistiques, et son niveau est toujours le même qu'il y a 200 ans, mais ses capacités ont beaucoup progressé. Et cela doit être le résultat de tous les efforts d'Ares au cours des 200 dernières années. Elle lui dit qu'elle est sur une mission pour récupérer ses 12 étoiles célestes, et Hit est sa première étape, donc elle ne prendra pas non pour une réponse. Ares est content que Lufus soit venu le chercher en premier, et il accepte de rejoindre sa mission une fois de plus, mais il a quelques questions d'abord, comme qui est cette femme aux cheveux bleus derrière là. Dina ne peut pas croire que Ares ne se souvient pas d'elle, donc elle court vers lui, le fixe dans les yeux, et lui rappelle qu'elle a été à ses côtés toute la fois. Tout à coup, Ares se souvient vaguement de Dina debout près du trône de Luffy. Mais étant donné qu'elle a le pouvoir de modifier la mémoire, je commence à me sentir un peu suspicieux. Selon ce que se souvient Ares, Dina ne s'est jamais déplacée de ce point, donc il a pensé qu'elle était une pièce de mobilier, mais il est surpris de découvrir qu'elle peut parler. Entendant Ares l'appeler une pièce de mobilier, Dina est vraiment vexée, donc elle va à un côté et commence à s'apitoyer. Lufus rit un peu car elle ne savait pas non plus qui Dina était au début, mais elle a été d'une grande aide depuis qu'elle est arrivée, donc elle demande à Ares de ne pas trop se moquer d'elle. Lufus demande à Ares pourquoi il a voulu attaquer la ville, et il lui dit qu'il l'a fait uniquement pour venger Lufus après ce que les humains lui ont fait. Après tout, s'il ne l'avait pas enfermé, les humains seraient déjà vaincus et le monde serait en paix. Lutoris comprend les sentiments d'Arès et elle apprécie le fait qu'il veuille venger Lufus. Mais elle lui dit qu'elle n'a aucune envie de se venger des humains. Mais à part cela, elle se souvient de ce que Maigres lui avait dit à propos de quelqu'un manipulant Arès pour lancer les attaques, donc elle demande à Arès de lui dire qui a rempli sa tête de pensées de vengeance, car elle ne supportera pas quelqu'un qui trompe son subordonné. Arès se met à trembler nerveusement et lui dit qu'il s'agit d'un démon, et actuellement, sur le continent des démons, ce même démon prépare son armée pour occuper Svul. Il a attendu patiemment que Arès réduise la santé de Lévia pour pouvoir attaquer, et il a préparé une armée de monstres de niveau 80 partout, donc il est sûr que rien ne pourra l'arrêter. Mars ordonne à son armée de partir et de massacrer tous les humains de la ville de Zvul. Mais tout à coup, Lufus atterrit devant son château, faisant exploser tous les hommes de Mars en passant. Mars ne connaît pas Lufus, mais il peut voir qu'elle est forte, donc il décide de descendre pour la rencontrer. Mars demande à Arès pourquoi il a soudainement arrêté d'attaquer son ennemi, alors qu'il doit encore haïr les humains pour ce qu'ils ont fait. Arès admet qu'il n'a toujours pas pardonné à l'humanité pour ce qu'ils ont fait à Lufas, mais il réalise maintenant que détruire les humains ne rendrait heureux ni lui ni Lufas. En fait, seuls les démons comme Mars en bénéficieraient, et Lufus ne voudrait jamais cela. Donc Arès jure de stopper Mars ici et maintenant. Mars n'est pas vraiment préoccupé, car il s'attendait à ce que cela arrive tôt ou tard, et maintenant que Arès n'est plus utile, il prévoit d'éliminer celui-ci. Luthorus dit à Arès de laisser sortir cette personne, car il est encore blessé après le coup qu'il a reçu plus tôt, et Mars est surpris qu'il reste quelqu'un aussi fort du côté des humains. Mais cela n'a pas d'importance, car étant l'un des 7 généraux démoniaques, il est confiant dans sa capacité à vaincre celle-ci. Il commence à charger ses pouvoirs de feu et de glace. Il détaille avec une excrutante minutie comment son technique fonctionne. Il parle beaucoup tout à coup, et Lufus finit par en avoir marre. Alors elle lui donne un coup de poing si fort qu'il est projeté comme s'il faisait partie de l'équipe Rocket. Maintenant que cela a été résolu, Lufus n'a plus rien à faire ici. Mais avant de partir, elle a quelques questions à poser sur les 7 généraux démoniaques mentionnés il y a un moment. Arès va commencer à expliquer, mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Dina sort d'un portail et dit qu'elle s'en chargera à sa place. Elle dit à Lufus que les 7 généraux démoniaques ont été formés il y a 8 ans et qu'ils comprennent les subordonnés les plus forts, servant sous le seigneur des démons. Lufus est surprise d'apprendre que Mars était l'un des démons les plus forts, puisqu'il ne pouvait pas être plus de niveau 300 au maximum. Diana continue d'expliquer que l'humanité n'était pas la seule à s'être considérablement affaiblie au cours des 200 dernières années. Bien que les héros aient tous été maudits et soient depuis devenus extrêmement faibles, ils ont éliminé presque tous les subordonnés les plus puissants du Seigneur des démons, donc les seuls qui sont au même niveau que Luffy sont le Seigneur des démons lui-même et son fils. Alors qu'elle parlait, Arès remarque que Luffy n'a pas tué aucun des monstres lorsqu'elle est arrivée plus tôt, donc il lui demande si elle compte les laisser en vie. Et elle confirme. Elle ne pense pas que c'est juste de tuer les monstres car ils n'ont rien fait de mal, mais Dina lui demande si elle est sûre de vouloir les épargner, car ils pourraient en finir par blesser des gens s'ils sont laissés seuls. Luffy a déjà trouvé une solution brillante à cela, donc elle utilise sa puissance pour soumettre tous les monstres dans la zone et les mettre sous son contrôle. Dina lui demande si elle compte ramener tous les monstres avec eux, mais Lufus ne veut pas que Hat prenne en charge tous ces monstres.
Donc au lieu de cela, elle leur donne une commande et leur dit de retourner dans leurs habitats naturels et d'éviter d'attaquer les humains sans un bon motif. Les monstres commencent à se disperser, et maintenant, ils devraient pouvoir vivre la paix le reste de leur jour. Donc Lufus est contente, et son travail ici est officiellement terminé. Après cela, Lufus retourne à la ville de Svelte pour rencontrer Megrez et lui donner des mises à jour sur la situation. Elle lui dit qu'elle a réussi à contrôler Arès, et elle a également vaincu le général démoniaque derrière tout cela d'abord. Megrez est soulagé que cela soit enfin terminé, mais il demande ce qui est arrivé au monstre actuellement sous le contrôle de Mars. Lufus lui informe qu'elle a placé tout ceci sous son commandement, donc ils ne seront pas un problème, et après avoir entendu tout ce que Lufus a fait, il est certain de son identité. Il lui demande de venir avec lui pour un moment, car il veut discuter de choses en privé, mais Sappho hésite un moment, car l'attente le tue. Le joueur qui a vu Megrez dans le jeu était un grand classement qui jouait souvent avec lui, et ils étaient de très bons amis. Donc il espère que le Megrez devant lui est le même que celui d'autrefois. Alors que Megrez retourne au château, plusieurs des nobles de plusieurs autres se rassemblent autour de lui, et commencent à parler de leur inquiétude pour lui. Ils disent tout ce qu'il doit être plus prudent, car si la ville perdait, lui ou Livia, il n'y aurait aucune chance de défendre contre les envahisseurs. Cependant, Dina peut voir que leurs mots ne reflètent aucune sincérité ou inquiétude réelle pour Megrez. Megrez passe à côté d'eux avec un air résigné. Et quand Lufus le rattrape, il dit qu'il sait qu'elle doit être choquée par ce qu'elle vient de voir. C'était censé être le haut de l'échelle dont la tâche était de protéger les citoyens de la ville, mais il ne se préoccupe que de se protéger en flattant Megrez. Il la conduit avec les autres jusqu'à son bureau et il lui assure qu'il n'y a pas de matériel de surveillance ici, donc elle est libre de montrer sa véritable forme ici. Lufus obtempère et étend ses ailes, permettant à Megrez de confirmer qu'il s'agit bien d'elle, mais à la grande déception de Luffy, l'expression sur le visage de Megrez est pure terreur, donc il ne doit pas avoir de souvenir d'avoir été un joueur. Elle est déçue parce que cela signifie qu'elle pourrait être vraiment seule dans ce monde après tout, mais Megrez interprète son expression comme signifiant qu'elle est déçue de son état actuel. Il lui dit que beaucoup peut changer au cours de 200 ans, les gens peuvent devenir plus forts ou plus faibles, et dans le cas de Megress, il est beaucoup plus faible qu'il ne l'était autrefois. Il demande à Luffy si elle est revenue pour prendre vengeance pour l'avoir enfermée, mais elle lui dit à Megress que le fait qu'elle soit revenue est simplement une coïncidence. Les humains cherchaient simplement à invoquer un héros, et ont accidentellement invoqué la place d'elle. Luffy commence à se demander ce qui cloche avec Megress de ce monde, puisque s'il n'est pas un joueur, alors pourquoi devrait-il être opposé à Luffy, au moins selon la légende qu'elle a entendue jusqu'à présent. Alors qu'elle réalise cela, elle comprend que Megiras doit se sentir coupable pour ce qui s'est passé, puisque si il et les autres héros n'avaient pas enfermé Lufus, alors les démons auraient été vaincus depuis longtemps. Être honoré comme un héros quand il blâme lui-même la chute de l'humanité doit être terrible, donc il cherche une façon de punir lui-même pour son rôle dans tout cela. Luffy dit à Migraz qu'il n'y a pas de point à se morfondre sur ce qui s'est passé dans le passé, car la vérité est qu'il a vaincu un adversaire puissant, donc il devrait être fier de cela et continuer sur le chemin qu'il pense être le bon. Les bouchers ne peuvent pas croire que Lufus est si gentil avec eux, donc ils lui demandent pourquoi elle ne le ressent pas. Elle était sur le point d'atteindre son objectif de l'unification, et ils l'ont trahi. Cela semble difficile à pardonner, mais pour Safel, il ne porte aucune haine ou ressentiment envers Megress, car la bataille s'est déroulée seulement dans le jeu, donc il n'a jamais eu l'occasion d'y participer. Il ne sait pas comment Lufus a ressenti cela à l'époque, mais il veut donner une réponse appropriée, donc elle dit à Megress qu'il et les autres ont choisi de se lever contre son règne, alors c'est leur faute pour être un mauvais gouverneur. Maigret essaie d'argumenter qu'il mérite encore de payer pour ce qu'il a fait. Mais ensuite, il lève les yeux et voit le visage sincère de pardon de Lufus, tandis qu'elle lui dit qu'il doit arrêter de se blâmer. Quoi qu'il soit arrivé, il est le héros de ce pays, donc il doit se tenir droit. Megrez comprend son point, mais elle aurait pu formuler cela mieux, car avec sa chaise roulante, il ne fera pas beaucoup de marche. Megrez revient à ses souvenirs de l'époque où il, Lufus et Olith étaient encore les meilleurs amis, et il est rappelé combien il avait de plaisir à l'époque, donc il promet de suivre le conseil de Lufas. Après cela, Lufas utilise sa magie pour restaurer Lefia de ses points de vie perdus, et Megrez la remercie pour son aide, car dans son état actuel, il n'aurait pas pu le faire seul. Livia revient ensuite vers l'eau, et Lufas s'excuse pour les problèmes causés par Arès. Mais Arès a encore un grudge contre Megrez, donc il dit qu'il ne s'excusera pas. Megrez demande à Lufas ce qu'elle compte faire maintenant, donc elle lui dit qu'elle continuera à voyager sur le continent jusqu'à ce qu'elle ait récupéré toutes ses 12 étoiles. Et Dina dit à Lufas que la prochaine sur la liste est Libra, la garde de la tombe aux ailes noires. Lufas demande ce que la tombe aux ailes noires est, donc Dina explique qu'après qu'elle a été enfermée, tous ceux qui l'adoraient ont travaillé ensemble pour construire la plus grande structure du monde en mémoire de Luffy. Et en haut, tous les trésors et butins d'ancienneté de Luffy ont été stockés avec Libra agissant comme garde pour les protéger des pillards. Luffy demande pourquoi les gens seraient assez stupides pour risquer de combattre Libra, juste pour voler une tombe. Donc Migraes lui informe qu'à part les niveaux des gens, tout a diminué. Les armes ont également beaucoup empiré.
Beaucoup des armes légendaires qui existaient autrefois ont été perdues dans la bataille contre le Seigneur des démons, donc les seules qui restent sont celles qui reposent dans la tombe de Luffy. L'humanité a désespérément essayé de s'obtenir ces armes pour aider dans la lutte contre l'armée démoniaque, mais grâce à Libra, toutes les tentatives ont abouti à des échecs brutaux. Lufus comprend combien cela doit être frustrant pour Maigres, mais contrairement à Arès, il ne semble pas que Libra fasse quoi que ce soit de mal. Elle exprime simplement sa loyauté en gardant la tombe de son maître, et Megiras voit le point de Lufus, mais il a eu une requête qu'il voudrait faire. Après que Lufus a récupéré Libra et récupéré ses trésors, il lui demande de laisser derrière tout ce qu'elle n'entend pas utiliser, car cela serait une grande aide pour lui. Luffy dit qu'elle est d'accord avec ça, donc elle et les autres se préparent à partir, mais avant qu'ils ne partent, Mangros dit qu'il a quelque chose à lui donner. Il peut être affaibli, mais il a encore beaucoup de magie puissante, donc il utilise un sort pour cacher les ailes de Luffy, afin qu'elle n'ait pas à couvrir constamment ses ailes avec sa cape pour garder son identité secrète. Il lui achète aussi un nouvel habit, et Lufas est vraiment reconnaissante, car c'est beaucoup plus facile de bouger dedans. Sur leur chemin vers la sortie, Lufas va trouver Gantz à l'extérieur de la ville, et il est un peu confus au début car il ne comprend pas pourquoi une si belle dame lui parle, mais ensuite, Lupus enlève ses lunettes pour lui montrer quelle est la personne qui l'a aidé aujourd'hui. Gantz est étonné parce qu'il ne savait pas qu'elle était aussi belle toute la journée. Elle lui dit qu'elle est venue dire au revoir et remercier pour tout son aide, donc Gantz lui souhaite une bonne route sur sa voyage, mais avant qu'elle parte, il a une dernière question. Il est sur le point de demander si elle est la même Lufus des légendes, mais il s'arrête soudainement et lui dit de l'oublier parce qu'il n'y a aucune chance que ce soit le cas. En même temps, ailleurs, Mars vient de cracher dans une forêt, et pendant qu'il volait dans l'air, il réalise que la seule personne capable de le frapper si fort serait Lufus Mofal. Si elle est vraiment revenue, alors tous ses plans iront en fumée. Alors qu'elle marche, une femme s'approche de Mars et lui dit que son rôle est terminé, donc il est temps pour lui de disparaître, comme le pitoyable marionnette qu'il est. Avec un claquement de doigts, Mars est effacé de l'existence. Et la responsable est cette femme qui ressemble beaucoup à Lufus. Le prochain arrêt pour Lufus est de récupérer Libra, mais la tombe est plus de 500 km loin, donc Dina demande à Lufus de créer un golem pour les y emmener. Cela serait possible, mais Lufas dit que Dina pourrait les y téléporter plus rapidement car elle a la magie de téléportation. Dina soupire et dit à Lufas que la magie de téléportation est principalement destinée à l'utilisation personnelle, et bien que cela soit possible pour elle de transporter d'autres personnes, elle a besoin de leur consentement. Et s'il y a même un soupçon de refus inconscient, la magie de téléportation peut avoir des effets imprévus, donc elle préfère éviter de courir ce risque. De plus, elle était impatiente de faire une agréable route, donc elle demande à Lufas d'inclure une baignoire et un endroit pour dormir lorsqu'elle crée le golem, afin qu'il n'ait pas à sortir dehors la nuit. Lufas n'a jamais entendu parler d'un golem comme celui-ci, mais Arès semble vraiment excitée à l'idée, donc elle accepte de tenter de le créer. Elle agite la main et commence le processus de formation du golem, finalement créant un camping-car, puis elle utilise quelques branches de la forêt pour créer du mobilier. Dina est contente qu'ils auront des lits confortables pour le voyage, mais elle demande à Lufas si elle pourrait faire des draps doux pour eux aussi. Lufas cherche des matériaux pour les draps, mais elle se souvient que Arès est un mouton, et je suis sûr que vous savez ce qui s'est passé ensuite. Bref, le camping-car est finalement terminé, mais Dina rappelle à Lufas qu'elle n'a pas encore donné de nom à celui-ci, donc Lufas réfléchit un moment et décide de l'appeler Tanaka. Il y a même une publicité promotionnelle pour lui. Après avoir voyagé pendant un certain temps, il fait nuit, donc Dina suggère qu'ils devraient arrêter et installer leur campement pour la nuit, ce que Lufas accepte. Cependant, dès qu'ils sortent, Dina sent quelque chose près d'eux, donc elle va investiguer et découvre une source chaude naturelle derrière des buissons. Elle devient très excitée parce qu'elle a tellement envie de prendre une baignade, mais Lufus ne voit pas ce qui fait tout ce foin, car le camping-car est déjà équipé d'une baignoire, mais Dina dit que prendre une baignade dans une source chaude naturelle est beaucoup mieux. Elle attrape la main d'Arès et commence à le conduire vers la source pour qu'il puisse entrer immédiatement, mais ensuite, il lui rappelle qu'avec toutes les apparences, il est toujours un mec, donc il attendra là-bas jusqu'à ce qu'il soit son tour. Entendant cela, Lufus se rappelle que même avec toutes les apparences, elle est toujours mentalement un mec aussi, et l'idée de se baigner avec Dina est probablement inconfortable, elle ne peut pas exactement expliquer la situation réelle à elle, donc elle décide de simplement se tenir près des arbres et de faire face à l'arrière jusqu'à ce que Dina se déshabille et plonge dans l'eau. Une fois que Dina est dans l'eau, elle libère un grand soupir parce qu'il n'y a rien de mieux que de se baigner dans une source chaude en plein air après une longue journée de voyage. Elle demande à Lufas de s'immerger aussi, et Lufas considère brièvement faire une excuse pour éviter cela, mais il n'y a pas de point, donc elle obéit à Dina et se déshabille pour pouvoir prendre une douche. Cependant, avant qu'elle puisse entrer, Dina rappelle à Lufas qu'il est impoli de se baigner sans nouer ses cheveux, car cela laisserait des mèches de cheveux flottantes partout, et alors personne d'autre ne voudrait utiliser. Lufas accepte qu'elle devrait probablement nouer ses cheveux, donc Dina offre de le faire pour elle et prépare à sortir pour l'aider. Cependant, elle n'est pas habillée d'une serviette, et Lufus ne pense pas que ce soit correct de regarder le corps de Dina. Donc elle dit à Dina de rester où elle est, et qu'elle la rejoindra là-bas. Après que Lufus est entré dans l'eau, Dina aide à nouer ses cheveux,
pour empêcher les mèches de cheveux de flotter dans l'eau. Cependant, il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire pour les plumes de Lufus, car elles se détachent souvent lorsqu'elles sont exposées à l'eau chaude. Lufus s'excuse pour les plumes errantes, mais Dina dit que ce n'est pas à s'inquiéter, et Lufus ne peut pratiquement jamais se permettre de se déployer ses ailes comme ça, donc elle devrait profiter de l'expérience tant qu'elle dure. Tandis qu'elles se baignent côte à côte, Sapple commence à fixer intensément le corps de Dina, ce qui lui fait réaliser quelque chose de troublant. Dans sa vie passée, Sapple n'était pas un complet dégénéré, mais il était toujours un fervent supporter. Cependant, maintenant, même en regardant le corps de Dina, il ne ressent absolument rien. Dina remarque que Lufus semble un peu distrait, mais avant qu'elle puisse demander pourquoi, elle repère un groupe de grenouilles adaptatives sur une roche là-bas, donc elle attire l'attention de Lufus et lui dit de regarder. Lufus ne comprend pas ce qui est si spécial chez un groupe de grenouilles, donc Dina explique que ces grenouilles ont une propriété spéciale. Les grenouilles vertes sont des mâles et les grenouilles roses sont des femelles. Et lorsqu'il y a plus de mâles que de femelles, les mâles grenouilles se battent pour voir qui mérite le droit de donner des coups de grenouille à la grenouille. Puis après qu'un gagnant a été décidé, les deux grenouilles mâles restantes jouent pierre-papier-ciseaux, et celui qui perd se transforme en grenouille femelle et doit accepter des coups de grenouille de l'autre. Safel se demande brièvement si devenir Lufus a changé ses préférences aussi, mais il n'y a aucune chance qu'il laisse jamais quelqu'un lui donner des coups de grenouille, donc il écarte immédiatement cette pensée. La démonesse remarque que Luffy semble un peu stressé, donc elle lui demande ce qu'il y a, mais Luffy dit que ce n'est rien et suggère qu'il devrait sortir de la source maintenant. Quelques minutes plus tard, elles retournent au camping-car et disent à Arès qu'il est libre d'utiliser la source chaude maintenant. Donc il sort dans son peignoir et noue ses cheveux avant de sortir pour se baigner. Le lendemain, le groupe arrive devant la tombe de Luthor et elle est surprise par sa taille massive, mais aussi par le fait qu'il y a une ville entière autour d'elle pour une raison. Dina explique que tant d'aventuriers continuaient à voler la tombe pour obtenir certains des biens de Lufus, des commerçants ont commencé à se regrouper ici dans l'espoir de gagner de l'argent en vendant du matériel aux aventuriers, et de là plus de gens se sont joints jusqu'à former une petite ville, et maintenant la tombe de Lufus est presque un site touristique. Lufus trouve intéressant que tout cela soit arrivé en seulement 200 ans, et elle n'est pas vraiment dérangée par le fait que les gens aient transformé cela en un site touristique, mais Arès, de l'autre côté, est absolument furieux, parce qu'il ne peut pas croire que les gens osent traiter Lufus de manière aussi impolie. Il dit qu'il est prêt à détruire ce lieu immédiatement, mais Lufus lui dit de se calmer, parce qu'elle ne veut pas que quelqu'un meure pour rien. Pour l'instant, elle suggère qu'il devrait entrer dans la tombe immédiatement, mais alors qu'ils approchent de l'entrée, ils tombent sur un groupe d'aventuriers qui semble très inquiet. Apparemment, une équipe de reconnaissance envoyée 2 mois auparavant dans la tombe pour cartographier une nouvelle zone n'est pas revenue pour leur vérification programmée. Donc ils commencent à s'inquiéter qu'il puisse leur être arrivé quelque chose. En entendant cela, Lufas est encore plus pressée de rentrer et de trouver Libra le plus vite possible, car elle ne veut pas que d'autres risquent leur vie dans cet endroit. Les aventuriers remarquent Lufas entrer et la préviennent qu'elle ne devrait pas entrer maintenant. Quelque chose se passe là-dedans, le fait que leur équipe de reconnaissance composée de 50 des plus forts aventuriers du pays a disparu signifie que 3 aventuriers ne tiendraient pas debout là-dedans. Lufas remercie leurs inquiétudes, mais elle assure qu'elle est parfaitement capable de gérer ce qui se trouve à l'intérieur. Lufus et les autres entrent alors dans le donjon, mais alors qu'ils avancent à pied dans les tunnels, Arès s'arrête brusquement car il sent quelque chose approcher. Peu de temps après, l'un des golems que Lufus a massivement produit 200 ans auparavant sort de l'ombre, et Dina explique qu'il paraît qu'il y en avait beaucoup de surplus après que Lufus a été enfermé, donc ils ont erré autour du site de la tombe depuis et éliminent tout intrus qu'ils rencontrent. Cependant, elle dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter car elle ne sent aucune intention hostile du côté du golem. Ces types de golems ont été conçus pour pouvoir distinguer amis de ennemis, et il est évident qu'ils reconnaissent toujours Lufus et Arès, donc ils n'ont rien à craindre. Mais quand il s'agit de Dina, le golem commence immédiatement à l'attaquer. Arès et Lufus supposent même que le golem ne se souvient pas de Dina puisqu'elle ne se souvenait pas d'elle non plus au début, mais Lufus ne veut pas que Dina se fasse squasher, donc elle décide de détruire le golem. Cependant, avant qu'elle puisse le faire, le groupe d'aventuriers de Pluto arrive et saute pour la sauver. Leur nom de groupe est Hawkeye, et ils sont venus ici avec Lufus et les autres parce qu'ils étaient inquiets qu'ils puissent être blessés. Ils sont bien coordonnés dans leurs attaques, donc ils parviennent à bien occuper le golem, mais comme il est niveau 150 et que leur niveau ne dépasse qu'en la guerre les 50, ils ne peuvent pas lui causer beaucoup de dégâts. Lufus demande à Arès d'intervenir si le golem parvient à les frapper, car il serait immédiatement mort. Elle demande à Arès d'intervenir, qui accepte avec plaisir et frappe le golem avec une main enflammée, envoyant ce dernier voler en arrière. Cela suffit à le neutraliser définitivement. Une fois la poussière retombée, Jean s'approche d'Arès et l'interroge avec excitation sur la façon dont il a réussi cette attaque. Arès se sent un peu gêné car Jean est trop proche, alors Lufus intervient pour demander à Jean de se calmer un peu. Jeanne s'excuse pour être trop proche et pour avoir besoin d'être sauvé malgré leur intention d'aider Lufus. Il présente Nick comme un guerrier léger et Richard comme un guerrier lourd.
Lufus ne comprend pas comment le déséquilibre de leur équipe peut être aussi mauvais, puisque tous sont des guerriers sauf Shu, qui est un arbalétrier. En introduisant Lufus comme une aventurière de classe chasseur de haut niveau, il décide son seuil de présenter Dina et Ares, comme des chasseurs également. Jean propose de suivre Lufus pour soutenir son groupe, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Dina dit qu'elle serait ravie d'avoir de l'aide supplémentaire. Jean et les autres sont contents, alors ils commencent à descendre le couloir. Dina explique à Lufus qu'ils utilisent les aventuriers pour faciliter leurs propres tâches, au moins jusqu'à ce qu'un d'eux tombe dans un piège et meure. La mine de Dina fait ressortir chez Lufus qu'elle est un peu psychopathe. Il n'y a pas vraiment de danger à laisser le groupe rester, car ils semblent être de bonnes personnes. Lufus décide donc de les soutenir autant que possible sans susciter trop de soupçons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet et trouvent Libra. En haut du pyramide, le groupe de Reconnaissance disparu depuis des mois a finalement atteint le long escalier et jure de récupérer le trésor d'armes pour le bien de l'humanité et pour honorer leurs camarades tombés. Mais lorsqu'ils arrivent au premier étage, ils sont confrontés à Libra qui les ordonne de partir dans les 10 secondes ou sinon elle les éliminera. Les aventuriers tentent de raisonner avec Libra car ils ont vraiment besoin de ses armes pour combattre les démons, mais elle ne s'en soucie pas et une fois le compte à rebours terminé, elle active le programme Braxium, enfermant les aventuriers dans une bulle avec elle pour les tuer. Quant à Hawkeye, Lufus commence à regretter d'avoir permis leur présence, car ces types sont de simples boucliers et ne sont même pas assez intelligents pour réaliser à quel point ils sont faibles. Chaque fois qu'ils rencontrent un golem, ils se font massacrer et Lufus est obligé d'ordonner au golem de se retirer pour éviter que les aventuriers ne meurent. Mais il croit sincèrement qu'ils ont battu les golems. Lufus est inquiète qu'ils puissent être trompés. Le groupe arrive finalement devant le dernier gardien golem, qui est beaucoup plus fort, niveau 600. Lufus sait que les aventuriers seraient rapidement vaincus s'ils s'approchèrent de cette créature. Elle leur dit de reculer, tandis qu'elle avance pour affronter le golem. Les aventuriers essaient de lui faire comprendre que c'est trop dangereux de combattre quelque chose de pareil toute seule. Mais Dima dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que Lufus a un plan, donc ils acceptent de reculer. Elle marche vers le golem, et la première chose qu'elle fait est de demander si celui-ci la reconnaît. Bien que le golem semble réagir à la vue de Lufus, il finit quand même par l'attaquer, obligeant Lufus à se défendre et à lui trancher en deux d'un coup. Elle commence ensuite à se diriger vers les escaliers, mais alors qu'elle s'éloigne, le golem appelle son nom et dit Bienvenue chez toi. Lufus remercie le golem pour son travail durant 200 ans pour protéger ce lieu, mais maintenant son service est terminé, il peut enfin reposer en paix. Le golem semble heureux d'être libéré de sa tâche et se désactive. Après cela, elle commence à monter les escaliers pour affronter Libra, mais les aventuriers lui disent dans l'hélice de s'arrêter car ils pensent que c'est trop risqué de faire face à Libra seul, donc ils veulent l'accompagner. Mais Lufus ne veut plus s'occuper d'eux, elle leur dit qu'ils mourraient presque immédiatement si Libra les attaquait, donc ils n'auraient aucune chance de la laisser vivre. Les aventuriers ne peuvent pas discuter de cela, mais avant que Lufus parte, ils lui demandent qui elle est, vraiment. Ils savent bien qu'ils ne sont pas très brillants, mais il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que Lufus a dû intervenir pour les sauver. Et le fait qu'elle ait pu détruire un golem d'un seul coup prouve qu'elle n'est pas juste une chasseuse. Lufus hésite un moment avant de répondre, mais elle leur dit qu'elle ne veut pas répondre à leurs questions et part sans ajouter un mot. Dina et Ares disent à Lufus qu'ils attendront ici pour qu'elle revienne car ni l'un ni l'autre ne peuvent gérer Brachium de Libra, donc elle devra faire face à tout cela seule. Alors que Lufus monte les escaliers, elle se demande pourquoi elle a ressenti une véritable tristesse lorsqu'elle a éliminé ce golem plus tôt. Même si c'était l'un de ses créations, alors que cela pourrait faire sens pour Lufus, pour Safel, c'était simplement une série de pixels sur un écran, il ne devrait pas avoir d'attachement émotionnel à cela. Il réalise qu'il doit y avoir quelque chose de mal avec son esprit pour ressentir cela. Mais il n'y a pas de temps pour cela, car il doit d'abord s'occuper de Libra. Finalement, Lufus arrive au premier étage et trouve Libra en train d'intercepter la dernière intruse. Libra ordonne à Lufus de partir dans les 10 secondes ou sinon elle agira hostilement, mais au lieu de cela, elle enlève ses lunettes et étend ses ailes pour révéler son identité. Après avoir bien regardé Lufus, Libra arrête le compte à rebours et commence à essayer de comprendre ce qu'elle voit, car elle ne peut pas croire que Lufus est vraiment revenu. Elle confirme que la personne devant elle ressemble exactement à Lufus, et est même un 99% génétiquement identique à Lufus, mais elle trouve toujours difficile d'y croire car il devrait être statistiquement impossible pour Lufus de survivre à la bataille contre les héros. Elle commence à court-circuiter à cause de cette incohérence logique, et Lufus essaye de lui dire de ne pas trop y penser pour le bien de ses processeurs, mais Libra est déjà assez endommagée, donc Lufus dit qu'elle va approcher pour effectuer des réparations maintenant.
Lorsque Libra entend cela, son protocole de défense s'active, et comme elle n'a pas encore reconnu Lufus comme son maître, elle dit à Lufus qu'elle sera obligée d'utiliser la force contre elle si elle fait un autre pas. Mais Lufus ne s'arrête pas et demande à Libra ce qu'elle compte faire. Libra interprète les mouvements soudains de Lufus comme une action hostile, donc son système de défense s'active, activant Braxium et créant un vaste espace aérien pour elle combattre. Lufus est prise au dépourvu par ce changement d'environnement, mais lorsque Libra commence à tirer sur elle, elle se réveille. Lufus effectue des manœuvres d'évitement pour esquiver toutes les balles et les missiles de Libra, mais elle ne fait pas facilement. Lufus trouve finalement une ouverture pour frapper Libra et interrompre son animation d'attaque, alors elle commence à la poursuivre. Libra essaye de chasser Lufus en utilisant plus de tirs, mais elle contre ce faisant en utilisant ses ailes pour renvoyer les balles vers elle, désactivant son arme. Libra tente ensuite d'utiliser une variété d'autres attaques, mais rien de ce qu'elle fait ne vient près de vaincre Lufus, donc elle finit par désactiver le domaine et activer un autre. Lufus reconnaît cela comme l'ultime attaque de Libra, un domaine qui ignore tous les talents défensifs et qui inflige 99 000 points de dégâts avec certitude. Le fait qu'elle soit dans la portée de l'attaque devrait être préoccupant, mais honnêtement, Lufus est plutôt excitée, car c'est la première fois qu'elle subit un dommage significatif depuis qu'elle est arrivée dans ce monde. Alors que Libra libère la vague violente d'énergie, Lufus ressent la douleur frapper comme un camion. Mais elle a suffisamment de points de vie pour absorber le dommage, donc elle continue d'avancer jusqu'à être finalement devant Libra. Libra tente ensuite de frapper Lufus en plein visage avec un laser, mais elle se baisse pour éviter, et avant que Libra puisse frapper avec son bras droit, Lufus attrape son bras pour la maintenir en place pendant qu'elle applique les réparations. Cela répare tous les dommages que Libra a subis pendant ses années de garde de ce tombeau, et Lufus s'excuse pour avoir pris du temps pour revenir. Avec les unités logiques de Libra rétablies, elle peut confirmer que la personne devant elle est bien son maître, donc il n'y a plus de besoin de garder ce tombeau, et elle se désactive pour une sieste bien méritée. Lutorise est contente qu'elle ait réussi à récupérer Libra sans trop de problèmes, mais maintenant elle se demande comment elle va expliquer cela aux aventuriers sans révéler son identité réelle. Elle remonte les escaliers et regarde par-dessus l'angle pour voir comment les choses vont, mais à sa grande surprise, elle ne voit que Demona et Arès attendre là-bas. Elle est confuse et demande ce qui est arrivé aux aventuriers. Alors Demona explique qu'elle a simplement implanté des souvenirs faux dans leur tête avec sa manipulation mentale pour les faire penser qu'ils ont vaincu Libra. Lufus avait oublié que Dina avait mentionné qu'elle avait des pouvoirs de manipulation mentale, et maintenant qu'elle les voit en action, cela semble terrifiant. Dina explique qu'elle leur a fait croire que Libra était gravement blessé avant leur arrivée, donc ils ont pu l'envahir et prétendre avoir gagné. Ainsi, personne ne posera trop de questions, mais Lufus pense que c'est un peu trop facile, donc elle demande à Dina si elle avait ce plan dès le début du moment où elle a accepté de les laisser rejoindre la mission. Dina ne nie pas, et avec un petit sourire, elle dit que c'était la seule raison pour laquelle elle était prête à tolérer de telles entraves. Lufus est effrayée par la cruauté de Dina, mais elle est contente qu'ils ne soient les Noix pas ennemis car elle serait terrifiante à affronter. De toute façon, étant donné que tout est sous contrôle ici, Dina suggère qu'ils devraient remonter dans la salle des trésors et rassembler tout ce dont ils auront besoin. Une fois qu'ils arrivent dans le coffre-fort, ils sont tous ébahis par tous les trésors brillants dans la pièce, surtout Lufus. Elle ne peut pas s'asseoir et ne comprend pas pourquoi, mais Dina souligne que Luffy aime toujours les choses brillantes. C'est pourquoi elle a accumulé tant de trésors en premier lieu. Et elle tend à devenir un peu folle dans des situations comme celle-ci. Donc, Dina demande à Arès de l'aider à choisir les objets utiles pendant que Luffy est distrait par l'or. Lufus essaie de discuter de son aptitude à contrôler elle-même l'or autour d'elle. Mais elle a littéralement les mains pleines d'or, donc elle ne peut pas être confiée à choisir les objets importants. Un peu plus tard, Dina et Arès ont fini de rassembler tous les objets nécessaires, et le reste des choses ici est composé de vieux armes ou d'or inutiles, donc laisser tout cela derrière ne devrait pas poser de problème. Mais avant de partir, Dina demande à Lufus si elle pourrait rassembler les golems dans la région pour les téléporter à la base, et Lufus dit qu'elle sera ravie de l'aider. Mais elle réalise que Dina voulait dire tous les golems, donc elle est obligée de passer les prochaines heures à errer dans ce grand tombeau pour s'assurer qu'elle a bien récupéré tous les golems. Après cela, Dina téléporte tous les golems loin, et comme il n'y a plus rien à faire ici, elle suggère qu'il devrait bien y partir. Lufus demande si c'est vraiment bien d'abandonner les aventuriers dans leur état actuel, mais Dina assure qu'il n'y aura aucun problème. Un peu après que le groupe de Lufus ait quitté, les aventuriers se réveillent, convaincus qu'ils ont nettoyé le tombeau et vaincu tous les golems. Dehors dans la forêt, Lufus et les autres sont de retour sur le Herphé. Mais avant de repartir, Dina répare les vêtements de Libra et la pose sur un pieu d'arbre pour que Lufus puisse parler avec elle. Lufus se rapproche de Libra et donne l'instruction de démarrer, donc elle se réveille, et la première chose qu'elle fait est de saluer Arès et la femme inconnue à côté de lui. Puis elle s'excuse auprès de Lufus pour tout le mal qu'elle a causé. Mais avant que Lufus puisse répondre, Dina dit qu'elle ne peut pas croire que Libra ne la reconnaisse pas. Lufus rit
et dit à Libra que Dina est son conseillère, et Libra est surprise d'entendre cela, car ses banques de données contiennent aucune donnée sur Dina. Dina se penche près du visage de Libra et essaie de lui faire revivre des souvenirs, mais Libra est toujours certaine qu'elle n'a jamais vu Dina auparavant. Cependant, après avoir effectué une vérification complète de ses mémoires, Libra a trouvé quelques fichiers mémoire endommagés qui pourraient contenir des informations sur Dina, mais elle n'a pas la possibilité de les vérifier pour l'instant. Par conséquent, elle décide de prendre la parole de Lufus et d'accepter la position de Dina en tant que conseillère, au moins temporairement. Il est difficile pour Lufus de deviner ce que Libra pense, car elle ne montre jamais beaucoup d'expression, mais elle n'a aucune raison de douter de la loyauté de Libra. Donc elle lui dit qu'ils sont en route pour récupérer les 12 étoiles célestes et qu'elle veut savoir si Libra serait prête à servir à nouveau. Libra dit que rien ne la rendrait plus heureuse et qu'elle est prête à consacrer chaque moment de sa vie au but de Lufus. Maintenant que Libra a officiellement rejoint le groupe de Lufus, elle demande si elle sait où se trouvent les autres étoiles célestes. Libra s'excuse et dit qu'elle n'a pas d'informations utiles car elle était stationnée dans le tombeau pendant tout ce temps et était complètement coupée du reste du monde. Dans ce cas, Lufus se tourne vers Dina et demande si elle sait quelque chose, et Dina explique joyeusement qu'à environ 2000 km de là, il y a un petit village à la base d'une montagne où Parthénos vit en secret. Lufus est surprise d'apprendre que Parthénos a choisi de vivre dans un village, donc Dina explique que le village a été créé par Parthénos et elle a érigé un puissant barrage pour protéger les monstres et les plantes défendues du reste du monde. Lufus est soulagé que Parthénos n'ait pas causé de problèmes aux gens, mais ensuite Dina mentionne que la montagne où le village a été construit était autrefois le pays natal de Lufus, et Parthénos a chassé tous les anges volants qui y habitaient, créant une zone inhabitable pour les exclure, et Lufus est déçu à nouveau. Sur le trajet du retour, Lufus a un flashback à son temps en tant que Saphel, mais tout à coup, elle est réveillée par Dina posant une main sur son épaule. Dina demande ce qui s'est passé, donc Lufus explique qu'elle venait de faire un rêve important, mais pour une raison quelconque, elle ne peut pas se rappeler de quoi il s'agissait. Elle décide de se concentrer sur sa mission actuelle. Donc elle demande à Dina combien de temps il faudra avant d'arriver à leur destination. Ils ont déjà conduit pendant un certain temps, donc cela ne devrait pas prendre longtemps, mais Arès a quelques questions. Comme si Parthénos avait chassé tous les anges volants d'Alvheim, alors où sont-ils passés? Dina explique que les anges volants vivent actuellement à Gjallarhorn, qui a été fondé par l'un des 7 héros, Marak, le roi du ciel. Lufus a l'impression qu'elle ne s'entendra pas bien avec le reste des anges volants étant donné son parcours de personnage. Mais si Marak est là-bas, elle doit vérifier s'il se souvient de quelque chose de leur jeu ensemble. À la tombée de la nuit, le groupe arrive à l'extérieur de la ville de Gjallarhorn, et puisque toutes les constructions étaient construites autour de la falaise, marcher autour sera un cauchemar. Arès se demande pourquoi la ville est si clairement divisée en deux côtés, donc Dina explique que le pays souffre d'un certain trouble civil et s'est divisé en deux factions. Lufus demande ce que cela signifie, donc Dina explique que les anges volants, qui ont des ailes blanches pures, pensent être supérieurs à tout le monde, ce qui a provoqué un grand trouble civil parmi le reste de la population. Lufus demande pourquoi Marak n'a pas calmé les choses déjà, donc Dina explique que Marak essaie de maintenir une neutralité pour empêcher les combats entre les deux côtés, mais il n'a pas réussi à les contrôler. Arès se souvient que la persécution des anges volants sombres était interdite pendant le règne de Lufus, ce qui est étrange, car Lufus n'a aucun souvenir d'avoir donné une telle ordonnance. Dina continue d'expliquer que dès que Lufus est parti, les anges volants blancs ont utilisé l'occasion pour prétendre être supérieurs aux anges volants sombres, et ceux-ci ont répondu en combat, ce qui est pourquoi ils se battent depuis 200 ans. Lufus se sent comme si c'était un peu sa faute, donc elle prévoit de faire quelque chose à ce sujet. Mais étant donné que la durée moyenne d'une vie d'ange volant est plus d'1 millier d'années, beaucoup d'entre eux doivent avoir personnellement rencontré Lufus il y a 200 ans. Donc ils reconnaîtront sa face si elle entre dans la ville comme ça. Elle décide de couvrir son visage avec sa cape pour s'assurer qu'aucun d'eux ne la reconnaîtra. Quand vient le temps de monter les escaliers, il réalise qu'il va être un vrai casse-tête de monter là-haut car la ville a été construite pour les personnes qui peuvent voler. Arès n'est vraiment pas impatient de tout ce chemin qu'il doit faire, mais Libra lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle a la solution parfaite. Elle active son mode jet, et avant que Lufus puisse objecter, elle attrape tout le monde et prend l'air vers le côté sombre de la ville. Ils arrivent tous en sécurité, mais le bruit du moteur du jet à cette heure tardive a réveillé tous les anges volants sombres du quartier, donc ils sortent tous pour voir ce qui se passe. Lufus hurle à Libra pour avoir fait tant de bruit à cette heure tardive, mais Libra ne s'inquiète pas vraiment des sentiments des autres que ceux de Lufus, donc elle ne voit aucun problème avec ce qu'elle a fait. La foule est toujours très confuse, donc Dina s'introduit comme une commerçante libre et dit à tous que ce sont ses compagnons. Lufus s'excuse pour le désagrément qu'il cause, et elle assure aux résidents que cela ne se reproduira plus. Les gens ici semblent assez gentils, et l'un d'eux est un augure. Il invite Lufus et les autres à passer la nuit s'ils cherchent encore un endroit pour dormir. Lufus décide de prendre son offre car Arès semble être assez fatiguée, et plus tard dans la nuit, elle est en train de se reposer dans son lit lorsqu'elle a un cauchemar terrible.
C'est un flashback dans le passé de Lufus où elle était maltraitée par son père. Apparemment, un groupe d'enfants du quartier l'avait harcelée, mais rien n'a été fait jusqu'à ce qu'elle se défende. Maintenant, son père la frappait violemment et lui disait de ne plus jamais quitter cette pièce car elle était une honte pour toute sa lignée, tout simplement parce qu'elle était née avec des ailes sombres. Son père est ensuite immédiatement retourné à l'intérieur pour rire avec tous ses amis riches et blancs alors que sa fille était seule dans la grange sombre sans rien à manger. Elle détestait la injustice de sa vie, mais il y avait au moins une personne qui s'inquiétait encore pour Lofus. Ce soir-là, la mère de Lufus est venue au hangar pour vérifier sur lui et lui apporter quelques nourritures. Même si ce n'était pas grand-chose, Lufus était vraiment reconnaissante d'avoir quelque chose à manger, et sa mère se sentait terriblement coupable des conditions dans lesquelles Lufus était obligé de vivre. Mais il n'y avait rien qu'elle pouvait faire, surtout avec son état de santé déclinant. Lufus serra sa mère dans ses bras, lui dit que tout irait bien et la prévint qu'elle devrait rentrer rapidement, sinon son père s'en rendrait compte. Elle proposa de la ramener à l'intérieur pour s'assurer qu'elle serait en sécurité, mais en chemin, elle rencontra son père qui était choqué que sa femme ait permis à Lufas de sortir du hangar. Il l'ordonna de laisser Lufas et de venir vers lui immédiatement, mais Lufas savait que cela signifiait qu'il voulait punir sa mère, alors elle se plaça devant pour la protéger. Cependant, à ce stade, Lufus était encore trop faible pour protéger quoi que ce soit, alors il la frappa au sol et traîna ensuite sa femme loin, laissant celle-ci dans la pluie froide, à se demander pourquoi elle était toujours traitée ainsi, simplement parce que ses ailes étaient d'une couleur différente. Elle réalisa que le monde était un endroit injuste, et que la déesse de la création ne viendrait pas la sauver bientôt. Donc elle allait devoir se sauver toute seule. Elle s'échappa de chez elle et jura qu'elle ferait tout ce dont elle avait besoin pour devenir plus forte et mettre fin à tous les malheurs dans ce monde misérable. À ce moment-là, Lufus se réveilla brusquement et Libra vint à son chevet pour voir si elle allait bien car son rythme cardiaque semblait avoir augmenté. Lufus lui dit qu'elle venait de faire un rêve du passé, mais ce n'était rien de quoi s'inquiéter, donc Libra prit sa parole et retourna dormir. Cependant, bien qu'elle ait dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, Sappho était en réalité très inquiet car il ne se souvenait pas d'avoir écrit ce genre de récit lorsqu'il avait créé le personnage de Luffy. Cela, ainsi que les souvenirs et émotions aléatoires qui ont commencé à lui parvenir depuis son arrivée, doivent être ceux de la vraie Luffy. Cela signifie que ce monde a des événements réels qui existent en dehors de ce qu'il a créé dans le jeu. Mais si c'est le cas, puisque son âme occupe maintenant le corps de Lufus, il se demande ce qui est arrivé à l'âme de la vraie Lufus. De son côté, dans la citadelle du démon, les 7 lumières démoniaques se réunissaient pour une réunion. Mais ils remarquèrent que Mars était absent, donc ils supposèrent qu'il était mort. Ils ne s'étonnèrent pas trop de cela, étant donné qu'il était déjà le plus faible des lumières, après tout, mais ils se demandèrent si Migrais était celui qui l'avait abattu ou si Arès avait tourné contre lui. Il serait vraiment gênant si Mars avait perdu contre Arès. Mais tout à coup, la lumière Vénus entre et leur dit qu'elle sait ce qui est arrivé à Mars. Tout le monde se tourne vers elle et il demande ce qu'elle fait ces jours-ci car il ne l'avait pas vue depuis un moment. Donc elle leur dit qu'elle suit la personne qui a tué Mars. Tous sont surpris d'entendre ça et demandent à Vénus si elle sait qui est cette personne, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas s'en approcher sans risquer sa vie. Mais bien qu'elle n'ait pas eu une bonne vue sur le visage de la personne, elle se souvient qu'elle avait de belles ailes noires. Aussitôt que les autres lumières l'entendent, la première personne qu'ils pensent à Lufus. Mais cela ne devrait pas être possible car ils savent tous qu'elle a été tuée par ces héros humains il y a 2 siècles. Ils ne pensent pas que Vénus ment, mais si Lufus est vraiment revenu, alors la race des démons est en danger réel, car même le roi des démons était effrayé à l'idée de la rencontrer seule. Les Lumières demandent à Vénus si elle sait où Lufus est actuellement, alors elle leur dit qu'elle se souvient avoir vu Lufus se diriger vers Galarorn. Les Lumières pensent que c'est une opportunité idéale, car ils prévoyaient déjà de se rendre à Galarorn, donc le chef assigne Vénus et Jupiter à aller là-bas et surveiller Lufus. Le lendemain matin, Lufus et les autres sortent de la ville pour discuter de leur plan. Merak reste encore le roi ici, mais avec toutes les tensions internes, obtenir une audience avec lui sera difficile. Donc pour l'instant, Lufus suggère qu'il devrait simplement vagabonder dans la capitale et recueillir autant d'informations que possible. Lutoris veut principalement savoir comment sont les conditions de vie des ailes sombres, donc elle dit qu'elle restera ici. Et dans ce cas, Dina propose de enquêter sur le côté blanc de la ville, et Libra prend son envol pour effectuer une enquête indépendante. Arès prévoit également de collecter des informations, mais avant de partir, il a quelque chose à dire à Lufus. Il dit qu'il s'agit d'un des 12 étoiles célestes, Agacaros le bélier, et il y a longtemps, il l'a invité à rejoindre l'armée des démons, donc il est probable qu'il a formé une alliance avec eux. Lufus remercie Arès de lui avoir parlé et dit qu'elle va chercher un Gagaros, la prochaine sur la liste, mais pour l'instant, elle va faire un tour dans la ville. Elle passe les prochaines heures à flâner dans la ville, et honnêtement, les choses ne semblent pas si mauvaises ici. Mais ensuite, elle tombe sur un grand temple noir. Elle est curieuse de savoir pourquoi les gens auraient construit un temple noir pour la déesse de la création. Mais en entrant dedans, elle trouve une grande statue d'elle-même. Alors, le gardien du temple arrive et peut voir à quel point elle est confuse. Donc il lui demande si elle est nouvelle dans la ville. Lufas lui dit qu'elle est juste surprise que les gens ici aient construit une statue en l'honneur de la plus grande tyranne du monde.
Le gardien est un peu vexé que quelqu'un l'appelle une tyranne, mais il comprend pourquoi certains pensent en cela. Le reste du monde peut voir l'histoire différemment, mais aux yeux des ailes sombres, Lufus était et restera toujours leur sauveuse. Lufus est intrigué, donc elle lui demande de lui expliquer davantage, et il continue à parler de comment les êtres comme lui, aux ailes sombres, subissaient constamment des discriminations de la part des ailes blanches, et étaient obligés de vivre des vies misérables dans des quartiers qui ressemblaient à des bidonvilles. Ils passaient chaque jour dans la peur, et se terrant dans l'ombre, mais Lufus était différente. Alors que les autres étaient terrés dans la peur, elle a utilisé sa force pour prouver qu'elle méritait le respect et la reconnaissance. Puis elle a conquis le royaume des ailes célestes et a interdit toute discrimination, permettant aux ailes sombres de vivre avec dignité pour la première fois de leur vie. C'est pourquoi ils la célèbrent encore aujourd'hui. Lufus demande s'ils ont oublié que c'était Parthénos, un sous-fifre de Lufus, qui les avait chassés de leur patrie, et l'homme se souvient de cet événement, mais il croit que c'était la punition qu'ils méritaient tous les deux pour avoir trahi Lufus après tout ce qu'elle avait fait pour eux. En fait, il voit non cela comme une miséricorde de la part de Parthénos qu'ils ne soient mot pas tous tués sur place, mais si les ailes sombres se sentent ainsi, Lufas demande ce qu'ils pensent dans l'acte de leur roi Mérac. Dès qu'elle mentionne le nom de Mérac, le visage du gardien s'éclaire car il pense que Mérac est l'un des pires idiots, un homme qui se prétend héros malgré les horreurs qu'il a commises. Ailleurs dans la ville, Dina semble attendre quelqu'un, et elle est frustrée, car il devait arriver il y a un moment. De son côté, Libra est en l'air en train de scanner les expressions faciales pour voir si l'un des citoyens ici a reconnu Lof, mais il n'y a rien d'anormal. Elle repère ensuite Dana, qui paraît attendre quelqu'un, et plus loin dans la rue, Libra voit une personne se diriger droit vers Dina. Mais après une inspection plus approfondie de l'apparence étrange de l'homme, elle détermine qu'il doit être un démon en cachette, donc elle atterrit pour l'intercepter. Libra atterrit devant le démon et lui dit de reculer immédiatement ou de faire face à une action hostile. Et au début, il essaie de jouer le jeu comme un citoyen ordinaire. Mais quand Libra lui dit qu'elle a vu à travers son masque, il abandonne et attaque, donc Libra active ses protocoles de défense. Tandis que cela se passe, Arès est assis à la périphérie de la ville, et car cette place a été fondée par l'un des héros qui ont trahi Lufus, Arès aimait bien la brûler entièrement, mais il sait que Lufus ne voudrait pas de cela, donc il décide de faire un tour pour se calmer. Cependant, après un moment, il remarque qu'il n'y a personne autour, et quelques instants plus tard, un barrage est formé, et il est confronté par Agakaros. En même temps, Marek est dans son château, en train de tenir une réunion avec les autres ailes blanches, et il semble épuisé car les ailes blanches lui criaient dessus de l'utiliser pour éliminer les ailes sombres. Mara a fondé Gjallarhorn, initialement, pour donner aux ailes sombres un endroit où ils ne seraient pas regardés avec mépris par les ailes blanches, mais ensuite, Parthénos a chassé les ailes blanches de Vanaheim. Et maintenant, ils n'avaient plus nulle part où aller. Ce qui est pourquoi il a fini par les accueillir dans ce pays. Mais même si ce n'était pas leur terre d'origine, ils continuaient à exiger des privilèges spéciaux et persécutaient les ailes sombres. Il a tenté de les gérer diplomatiquement, mais peu importe combien de fois il essayait de les convaincre de coexister avec les ailes sombres, les ailes blanches continuaient à vouloir qu'il les expulse. Mara ne sait pas comment résoudre ce problème, et il ne pense pas qu'il est fait pour être le roi de ce pays, car il est loin d'être aussi bon que Lufus. Il est né avec tout ce dont il avait besoin pour réussir pratiquement prêté, mais Lufus avait dû lutter et se battre pour devenir une telle personne. Donc comparé à elle, il se considère comme un imbécile incompétent. De son côté, Lufus est dehors dans la partie des ailes blanches, et elle sait que la solution la plus rapide pour résoudre le conflit est de convaincre Murak d'agir, mais elle ne sait pas comment contacter celui-ci. Ailleurs dans le pays, Libra est engagée dans un combat contre Jupiter, donc elle transforme son bras en canon et tire une salve sur lui. Mais avant qu'il ne soit touché, Jupiter saute de côté. Libra essaye de tirer sur lui avec son arme, mais il se protège avec le bouclier devant et attaque ensuite en contre-attaquant, tranchant net son arme de Libra. Après avoir observé le style de combat de Jupiter, Libra conclut qu'il doit être un utilisateur d'éléments, car il peut manipuler le vent à volonté et trancher net du métal, et Jupiter confirme, mais connaître sa capacité ne fera pas de différence. À ce moment-là, Agokaros continue de convaincre Arès de rejoindre l'armée des démons avec lui afin de détruire les héros. Mais Arès le refuse. Il comprend qu'Agokaros fait cela pour se venger de Lufus, mais il lui dit qu'il n'y a pas besoin de continuer sur cette voie, car Lufus est de retour. Dès que Agokaros entend que Luffy est de retour, il se fige car il ne peut pas croire cela, mais cela ferait sens que Luffy soit celui qui a battu Mars, donc ce n'est pas impossible. Arès dit à Agokaros qu'il est temps pour lui de revenir auprès de Luffy et de servir à nouveau sa cause, mais bien que Agokaros reste fidèle à Luffy, en disant qu'il ne peut pas encore revenir auprès d'elle, car s'il ne supprime pas ses ennemis d'abord, ils finiront par la tourner contre elle à nouveau. C'est pourquoi le nouveau but d'Agokaros est de détruire le royaume de Merak, ainsi que le reste des héros. Et une fois qu'il aura terminé avec cela, il va détruire les démons et les offrir en sacrifice à Lufus. Arès essaie de lui dire qu'il n'a pas besoin de faire tout cela, mais Agokaros est trop excité pour écouter, donc il téléporte loin pour mettre en œuvre son plan.
Après qu'il soit parti, Arès réfléchit à la situation pendant un moment, et honnêtement, il est les héros autant que Agokaros, donc il n'a aucune raison de vouloir empêcher leur destruction. Mais il sait que Lufus ne serait pas d'accord avec une telle action, donc il se demande s'il devrait lui en parler ou non. Après tout, la partie lumière de la ville est remplie de voyous qui ont persécuté Lufus pour la couleur de ses ailes, donc elle serait mieux si ces personnes disparaissent. Il finit par décider de patienter et d'observer le comportement des habitants de la partie lumière de la ville pour prendre sa décision. Et s'ils se montrent les mêmes racistes qui causent tant de souffrance à Lufus, il laissera leur destruction. Dans les rues de la partie des ailes blanches, le type que Digne attend toujours n'est pas arrivé, et elle commence à impatiente, donc elle commence à regarder autour d'elle. Et c'est alors qu'elle remarque un homme suspect près d'elle. Elle pense que c'est une bonne façon de collecter des informations, donc elle le suit dans la rue jusqu'à ce qu'il finisse par entrer dans une ruelle sombre. Il s'avère qu'il est l'un des ailes blanches qui tentait de convaincre Merak de débarrasser la ville des ailes sombres, et il dit à ses camarades que Merak refuse de les soutenir. Donc ils vont devoir prendre les choses en main et éliminer ces sales ailes sombres, même si cela signifie se salir les mains. Il informe également tout le monde qu'on lui a dit que les ailes sombres préparent une guerre. Et quand il lui demande comment il le sait, il leur dit que Jupiter lui a dit. Et il ne mentira jamais à eux. Donc cela doit être vrai. Les autres demandent où est maintenant Jupiter, mais l'homme dit qu'il ne sait pas, car Jupiter était censé se rencontrer avec lui aujourd'hui. Mais il semble ne jamais être apparu. Et l'homme pense que cela a quelque chose à voir avec ces personnes sans ailes qui sont arrivées récemment. Dina a écouté toute cette conversation, et d'après ce qu'elle a entendu, il semble que ce pays est sur le point d'une guerre civile, et elle est prête à parier que le Jupiter dont il parlait est celui qui alimente le feu. Elle ne sait pas pourquoi il a choisi de manquer de rencontrer les ailes blanches aujourd'hui, mais au moins maintenant, elle a de bonnes informations à partager avec Luffy. Retour à Libra, elle est toujours engagée dans un combat contre Jupiter, et peu importe combien de vent il utilise, il ne parvient pas à déplacer le corps solide de Libra. La seule raison pour laquelle il a pu tenir jusque-là est parce qu'il est assez rapide pour esquiver tous les coups de Libra, mais elle a analysé son schéma d'attaque pendant tout ce temps. Une fois qu'elle aura terminé ses calculs, il sera beaucoup plus difficile pour lui d'esquiver. Donc il doit penser rapidement. Il réalise qu'il ne peut pas battre Libra maintenant, donc il crée une forte bourrasque de vent pour soulever de la poussière et obscurcir sa vision, afin de pouvoir s'enfuir. Libra essaie de l'arrêter en écartant la poussière, mais à ce moment-là c'était déjà trop tard, et Jupiter était déjà loin. Plus tard dans la journée, tout le monde se retrouve pour discuter de ce qu'ils ont appris, et Dina informe Lufus que les ailes blanches se préparent à une guerre contre les ailes sombres. Bien qu'ils aient probablement été incités à le faire par un homme nommé Jupiter, Libra intervient ensuite pour informer Lufus qu'elle s'est battue avec l'un des 7 lumières démoniaques dont le nom était Jupiter, mais malgré ses efforts, il a réussi à s'enfuir. Lufus est surprise d'apprendre qu'un démon essayait de détruire cette ville quand elle serait probablement tombée en ruine toute seule, mais puisque Jupiter est susceptible de revenir, Libra demande à Lufus de fabriquer des balles et des missiles de traînée pour elle, car elle est actuellement en manque de munitions. Lufus accepte de fabriquer des munitions plus tard, mais avant cela, elle se tourne vers Arès et lui demande si quelque chose s'est produit de son côté. Arès n'a toujours pas décidé s'il devrait laisser les ailes célestes être détruites ou non, donc pour l'instant il ment et dit à Lufus que rien de notable ne s'est passé pour lui. Lufus prend sa parole pour acquise, donc elle continue ensuite de raconter à tous ce qu'elle a observé dans la partie sombre de la ville. Les gens là-bas ont une haine infinie pour ceux de la partie blanche, et il est très probable qu'une guerre civile éclate bientôt. Mais d'autres Après avoir nouvelles, entendu cela, les les autres ailes approuvent sombres pleinement la partie semblent sombre, et avoir Libra suggère érigé même une qu'il statue devrait de lui rejoindre le Lufus dans côté leur des ailes temple sombres lors de la et la guerre civile. célèbrent. Mais Lufa dit à Libra qu'elle n'a pas l'intention de prendre parti. Si une guerre civile éclate, ce pays tombera, et cela donnera aux démons l'opportunité parfaite d'envahir. Ils doivent donc faire tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher, et à cet égard, elle demande à Libra de capturer Jupiter la prochaine fois qu'elle le verra. Libra demande si cela signifie qu'elle ne peut pas tuer Jupiter, mais Lufus lui dit qu'ils ont besoin de lui vivant pour qu'ils puissent l'obliger à témoigner devant tous les ailes célestes. Cependant, la sécurité de Libra reste la priorité absolue de Lufus. Donc elle lui demande de faire attention lorsqu'elle rencontrera Jupiter la prochaine fois. Plus tard ce soir, Lufus est occupé à fabriquer des munitions supplémentaires pour Libra, et elle se demande comment les choses sont arrivées à ce point. Elle est initialement venue ici uniquement pour rencontrer Marak et découvrir s'il est un joueur ou non, mais maintenant elle est coincée, à essayer d'arrêter une guerre civile. De son côté dans la forêt, Jupiter est en train de faire un caprice, car avec Libra là, il ne peut plus risquer de s'approcher de la ville. Et si elle est là, cela signifie que Lufus doit aussi être là. Et cela met sérieusement en danger le plan de détruire la ville. Juste à ce moment, Vénus apparaît et demande à Jupiter pourquoi il est si en colère. Mais il ne supporte pas le ton paternaliste, surtout lorsque Vénus n'a rien fait pour l'aider pendant qu'elle était attaquée par Libra. Cependant, Vénus dit qu'elle attendait à leur point de rendez-vous prévu toute la journée, mais il ne s'est jamais montré, et ce n'est pas sa faute. Jupiter demande pourquoi elle a conduit Lufus au centre de la ville en premier lieu.
Mais Vénus lui dit qu'elle n'est pas assez forte pour arrêter Lufus, donc il n'y avait rien qu'elle pouvait faire pour l'empêcher d'entrer dans la ville. Jupiter ne peut pas argumenter avec cette logique, mais il est toujours vraiment en colère, car le plan était d'inviter les ailes célestes à commencer une guerre civile et à se détruire eux-mêmes afin que les démons puissent s'immiscer et détruire Merak, mais avec Libra qui surveille maintenant, Jupiter ne peut pas approcher la ville sans qu'elle la trouve. Venu dit qu'elle se sent un peu coupable de ne pas l'avoir aidé plus tôt, mais c'est pourquoi elle offre maintenant de l'aider. Elle dit qu'elle peut distraire Libra pour lui pendant qu'il mettra en œuvre son plan, mais elle ne peut gérer qu'environ 20 minutes, donc il va falloir qu'il agisse rapidement. De son côté, dans la ville, Lufus vient de finir de fabriquer les munitions que Libra a demandées, donc elle appelle Libra pour qu'elle puisse prendre ce qu'elle a besoin, mais elle ne s'attendait pas à ce que Libra soulève sa jupe sur les munitions et qu'elle s'y glisse non toutes. Mais Lufus ne sait pas comment. Libra remercie Lufus pour les munitions et promet que la prochaine fois qu'elle verra Jupiter, il ne s'échappera pas d'elle. Mais sur un autre point, Libra demande si elle sait où est passée Dina, car ses capteurs indiquent qu'elle n'est plus à moins de 100 km de cette ville. Lufus dit à Libra qu'elle n'a pas à s'inquiéter à ce sujet, car Dina est capable d'utiliser la magie de téléportation pour se rendre où elle veut, donc elle devrait revenir bientôt. Cependant, Libra a quelques questions à ce sujet, car elle se demande si la magie de téléportation à laquelle Lufus fait référence est la porte X. Selon Libra, il n'existe aucune autre formule dans ce monde qui permette la téléportation à part la formule porte X, et quand Lufus essaie de réfléchir sérieusement à cela, sa tête commence à lui faire mal. Il n'y avait pas de magie de téléportation 200 ans auparavant, et aucun tel sort n'existait dans le jeu en ligne Porte X. En fait, dans le jeu, Porte X était juste un terme utilisé comme partie du décor, donc personne ne pouvait réellement apprendre le sort. Mais si Dina a appris un sort comme celui-ci et qu'elle peut l'utiliser librement, que fait-elle alors? Lufre ne comprend pas pourquoi elle réalise seulement maintenant cela et pourquoi elle n'avait pas questionné les origines et les capacités de Dina jusqu'à présent. Elle devrait avoir fait cela plus tôt, mais elle dit à Libra qu'une fois que Dina reviendra, elles vont avoir une petite conversation avec elle. Un peu plus tard, Dina rentre à l'auberge, mais à sa grande surprise, la chambre est complètement sombre et elle est soudainement tirée dans un fauteuil avec une lumière en face d'elle pour être interrogée. Dina possède la manipulation de la mémoire et la téléportation magique, ainsi qu'un talent et des connaissances pas suspectes pour quelqu'un qui était autrefois un PNJ, donc il n'y avait aucune chance que Lufus l'ait vraiment oublié si elle était dans le jeu original. Lophas demande tout d'abord à Dina si sa téléportation magique est effectivement le sort X-Gate, et Dina ne nie pas, ce qui est surprenant pour Lophas, bien qu'elle y réfléchisse maintenant. Dina n'a jamais vraiment essayé de cacher ses capacités, et Lophas se souvient que le sort X-Gate était utilisé pour l'appeler dans ce monde, donc il n'est pas comme si le sort était impossible à utiliser pour les gens normaux. Toujours est-il, il est étrange qu'elle puisse l'utiliser à volonté. Alors Lophas lui demande de parler de ses capacités, mais Dina se vexe et commence à hurler qu'elle a travaillé dur pendant 200 ans, donc elle se distinguerait davantage, et Dina semble vraiment sérieuse à ce sujet. Donc Lufus décide de mettre cette affaire de côté, pour le moment. Tina est soulagée que Lufus ne soupçonne plus son implication, mais maintenant que l'enquête est terminée, sur une note complètement unrelated, Dina mentionne qu'elle devrait pouvoir transporter Libra n'importe où elle veut, avec sa capacité X-Gate. Lufus est surpris d'entendre ça, car plus tôt, Dina avait dit que le transport d'autres personnes était compliqué, mais elle explique que comme Dina est une golem, elle est techniquement un objet. Donc les restrictions de X-Gate ne s'appliquent pas à elle. En fait, elle suggère qu'il devrait tester ça immédiatement, et Libra voit aucun problème avec ça car Jupiter n'a pas encore attaqué la ville, et il serait très peu probable qu'il lance une attaque pendant le temps que Libra serait absent. Elle dit à Lufus qu'elle sera de retour dans environ 10 minutes, et Libra et Dina téléportent aussitôt. Mais même avant 10 secondes, Jupiter lance une attaque et détruit une partie du district lumière L. La ville entière est engloutie dans une nuée de folie qui amplifie plusieurs fois les sentiments de haine entre les côtés lumineux et sombres, et il semble que toute une guerre pourrait éclater à tout moment. Lufides réalise que c'est le résultat de la magie de la lune, pas d'une compétence, et comme Jupiter utilise la magie du vent, cela ne peut pas être lui. Elle court vers Arès pour lui dire qu'il semble y avoir quelqu'un d'autre qui désire la destruction de la ville en plus des démons, et elle lui demande s'il a une idée de ce qui se passe ici. Arès lui demande ce qu'elle ferait si, hypothétiquement, cette situation était le travail de l'un des 12 étoiles célestes, et il le faisait par fidélité à elle. Il est préoccupé qu'elle soit vraiment furieuse une fois qu'elle découvrira que c'était Agakaros qui faisait cela, mais bien que Lufus dise qu'elle doit lui donner un coup pour lui faire comprendre, elle serait également ravie de voir l'expression de fidélité à son égard, même si elle était mal placée. Entendant cela, Arès réalise ce qu'il doit faire pour compenser ne pas avoir informé Lufus de cela plus tôt, donc il dit qu'il va gérer la situation seul. Cependant, si Aigai Kiroz est vraiment derrière tout cela, Lufus sait que Arès n'a aucune chance contre lui, donc il pourrait se mettre dans de sérieux dangers. De son côté, au centre de la ville, Agokuros travaille dur à propager son énergie négative dans la ville afin que les ailes célestes se détruisent elles-mêmes, et cela semble fonctionner très bien car la plupart de la ville est déjà en feu. Jupiter observe depuis l'un des toits, et il trouve amusant combien facilement ils ont réussi à faire les deux côtés se détruire eux-mêmes.
Et une fois que les ailes célestes auront pulvérisé eux-mêmes, ce pays est voué à tomber. Donc il n'y a rien de plus à faire ici. Il prévoit de partir avant que les 10 minutes que Venus lui a achetées ne soient écoulées, parce qu'il ne veut pas risquer de tomber sur Libra ici, mais à sa grande déception, elle apparaît juste derrière lui, quelques secondes plus tard. Jupiter ne comprend pas comment Libra peut être de retour si vite quand Venus lui avait promis qu'elle l'occuperait pendant au moins 10 minutes. Mais dans cet état de fait, ses chances de s'échapper sont très faibles. Libra a déjà analysé tous ses patterns d'attaque et d'évitement, donc elle lui dit que ses chances de victoire contre elle sont inférieures à 1%, mais s'il se rend, elle sera sûre de le laisser en vie. Jupiter refuse de se rendre, donc il court passant devant elle pour essayer de s'échapper, mais elle a déjà vu ce manège auparavant, donc elle est capable de le frapper à la nuque avant qu'il puisse fuir. Sa vitesse de réaction est maintenant réduite de 20% en raison de la douleur, et Libra a une batterie de missiles homériques grâce à l'UFAS, donc il n'a aucune chance d'éviter ceci. Alors que les missiles homériques approchent, Jupiter crée une barrière de vent autour de lui en tant que bouclier, mais Libra s'y attendait déjà. Donc elle percute la barrière et expulse Jupiter au sol. Il ne peut pas croire que même si son attaque ne l'a touché que légèrement, cela a suffi à lui causer autant de dommages. Et avec Libra prévoyant tous ses mouvements, combattre contre elle serait beaucoup trop risqué, c'est pourquoi il décide de masquer sa présence en utilisant la magie du vent pour silencer la zone autour de lui afin qu'elle ne puisse pas le localiser. Cependant, quelques instants plus tard, Libra atteint à travers et attrape son cou, lui disant qu'il est inutile de silencer les hauteurs car elle sera toujours capable de le localiser. Jupiter commence vraiment à paniquer maintenant, mais il pense à frapper ses paumes avec la magie du vent, et cela suffit à détendre l'emprise de Libra, donc il profite de l'occasion pour courir aussi vite qu'il peut. De son côté, Arès vient de se rendre au centre de la ville pour affronter Egokoros. Egokoros suppose correctement que Arès est là pour essayer de l'arrêter, mais il refuse de désactiver son sort jusqu'à ce que la ville soit réduite en ruines. Et honnêtement, il ne pense pas que Arès ait ce qu'il faut pour l'arrêter par la force en premier lieu, mais Arès ne recule pas. Il libère Tarsa leur énergie, et lorsqu'Egokaros lance un laser sur Arès, Arès répond par un point de flamme et crée ensuite une muraille de feu pour se défendre des attaques suivantes. Il sait qu'il est à l'avantage contre le mouvement de Egokoros, mais il refuse de baisser les bras, et lorsqu'il voit une ouverture, il bondit en avant et fracasse directement le torse d'Egokoros. Cependant, il s'avère que c'était en réalité une copie, et le vrai Egokoros est resté en haut pendant tout ce temps, chargeant un bombe esprit, et il l'envoie droit vers Arès pour le tuer. Mais à la dernière seconde, Luffy s'interpose et bloque l'explosion. Elle hurle à Egokuros et l'appelle imbécile parce qu'il a essayé de tuer sincèrement Arès, juste maintenant. Mais Egokuros ne prête pratiquement aucune attention à ce qu'elle dit, car une fois qu'il a réalisé que la femme devant lui est bien Lufus, ses yeux se remplissent de larmes, car il est incroyablement heureux de la revoir. Lufus avait initialement prévu de lui donner une bonne tape quand elle serait arrivée, mais maintenant elle ne se sent plus que cela serait justifié. Elle peut voir qu'il était extrêmement inquiet pour elle, et elle comprend pourquoi il veut se venger des ailes célestes, mais elle lui dit qu'elle n'a aucune intention de nuire à Merak ou à toute autre aile céleste. Donc elle lui demande s'il serait prêt à annuler son sort berserk. Egokuros acquiesce sans hésitation, et Luffy est contente de voir qu'il est si coopératif, donc elle lui dit qu'elle est prête à pardonner toutes les difficultés qu'il a causées. Elle lui dit qu'à partir de maintenant, il doit l'aider plutôt que les démons, et Egokaros est plus que ravi de s'y conformer, donc il se transforme en forme humaine, et jure sa loyauté, à nouveau, auprès de Luffy. Il annule ensuite son sort berserk comme Luffy l'a demandé, et puis glisse dans son ombre. Mais tandis que Lufus suppose que cela mettra fin à la guerre civile, Egokuros lui dit que ce ne sera pas le cas du tout. Tout ce sera fait, c'est d'amplifier les émotions existantes. Donc même sans lui, les côtés lumineux et sombres haïssent toujours l'un l'autre et tueraient probablement l'un l'autre de toute façon. Lufus réalise que cela est pire qu'elle ne l'avait pensé. Mais tout à coup, Dina arrive, et elle dit qu'elle a une manière de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Lufus est contente de voir que Dina est de retour, mais Egokuros est confus car il ne se sent pas qu'il connaisse Dina. Mais pour une raison quelconque, il se rappelle qu'elle faisait partie du fond de Seine il y a 200 ans. De son côté, Jupiter continue de fuir pour sa vie, car il ne veut pas être capturé par Dina, mais peu importe où il va, elle parvient toujours à le trouver, et il est sûr qu'elle essaie délibérément de le terrifier maintenant. Elle lui dit constamment qu'il a la meilleure option de se rendre étant donné cette situation, il n'y a pas de civil près de lui, donc elle peut activer Braksham quand elle le souhaite. Elle lui donne 10 secondes pour prendre sa décision avant qu'elle attaque, et Jupiter a complètement perdu toute envie de combattre, donc il supplie de la pitié, et se rend. Quant aux ailes célestes, les côtés lumineux et sombres se sont rassemblés dans la place publique, et il semble que la guerre est sur le point d'éclater à tout moment. Mais avant que cela ne puisse arriver, Merak arrive et commence à encourager les gens à poser leurs armes, car combattre comme cela est exactement ce que les démons voudraient. Lufre est contente qu'elle puisse enfin voir Merak, mais elle est surprise de découvrir qu'un de ses ailes est parti, donc elle demande à Dana ce qui s'est passé. Dana explique que c'est l'un des effets du malédiction du roi démon, et en plus de sceller la moitié de la puissance des héros, cela a également enlevé une partie de son corps, ce qui est aussi la raison pour laquelle Immigrège ne peut plus marcher.
Lufus pense que c'est une terrible destinée, car les ailes célestes construisent toute leur identité autour de la volée. Mais Merak ne pourra plus jamais voler. Dina ne pense pas que le discours de Merak fasse beaucoup pour convaincre les ailes célestes, mais Lufus dit que sa présence signifie beaucoup, parce qu'avec lui ici, la guerre ne serait pas arrivée maintenant, mais avec cela, dit, il ne pourra pas calmer les deux côtés tout seul. Juste alors, Libra arrive avec Jupiter d'Anto, et elle dit aux ailes célestes qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec Jupiter maintenant. Cependant, cela ne leur donne pas beaucoup d'informations pour travailler, donc Dina descend pour leur donner l'histoire complète. Elle leur dit, comme devant elle, est connu sous le nom de Jupiter, et il est l'un des 7 luminaires du roi démon. Le côté lumineux a probablement reconnu son visage, car il a parlé avec eux personnellement plusieurs fois, et bien que Dima soit sûre qu'elles doivent toutes vouloir se détruire vraiment fort maintenant, elle leur demande de s'arrêter et de penser à qui tirerait le plus profit de la destruction de ce pays. Et maintenant que les gens y réfléchissent, ils réalisent que tout cela était le travail des démons d'abord. Et leur colère est tournée vers Jupiter. Pendant ce temps, comme Jupiter gît sur le sol, il lève les yeux vers Dina, et lorsqu'il voit son sourire, il réalise qu'elle ressemble exactement à Vénus. Et tout cela lui fait parfaitement sens maintenant. Il n'est pas étonnant qu'elle ait laissé Libra rentrer plus tôt que prévu, car elle avait prévu de le prendre en charge dès le début. Jupiter refuse de accepter une telle trahison de la part de quelqu'un qu'il croyait être un camarade, donc il se dégage de ses liens et charge vers elle pour obtenir sa vengeance. Mais avant qu'il puisse faire cela, il est transpercé par le torse par Dina. Il essaie de dire à Libra de patienter car la femme devant lui est en réalité l'un des luminaires, mais Libra ne veut entendre aucune de ses paroles, donc elle lui sectionne la tête d'un seul coup net. Dina dit ensuite à la foule que cela semble résoudre officiellement le problème, et les gens restent muets. Car bien qu'ils soient en colère contre Jupiter, ils ne s'attendaient pas à le voir trancher de manière aussi brutale. Lufus comprend pourquoi il serait perdu pour des mots, mais parlant de mots, elle se demande ce que Jupiter essayait de dire sur Dina avant que Libra ne lui tranche la tête. Un peu plus tard, une fois que la foule s'est dispersée, Marek rencontre Libra pour la remercier d'avoir aidé à capturer Jupiter, et il lui demande de l'accompagner au château pour qu'il puisse la remercier correctement. Mais Dina refuse, car la seule personne qu'elle accepte des ordres est son maître. Et juste alors, Marek remarque Lufus, debout derrière lui. Donc il suppose qu'elle doit être celle que Libra parlait d'eux. Il lui demande de l'accompagner au château, et Lufus accepte, donc ils se dirigent tous vers une salle privée, et une fois qu'ils sont seuls, Lufus enlève son déguisement. Marek est à la fois heureux de revoir Lufus, et abattu à la fois, car il regrette ce qui s'est passé dans le passé, et le fait qu'il évoque le passé dit à Lufus qu'il n'est pas un joueur comme elle l'avait espéré. Il est quelqu'un qui a vécu dans ce monde depuis le début, et honnêtement, il semble être un peu un désastre maintenant. Marek véritablement croit qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être roi, et que Lufus devrait avoir resté leur gouverneur. Cependant, dès qu'il dit cela, une vague forte d'émotion passe sur Lufus. Et même si Safel n'a pas de lien personnel avec ce monde, avec le récit qu'il a créé, il sait que Lufas n'a pas eu de regret quant à sa défaite. Donc entendre Merak appeler cela une erreur serait une insulte. Elle lui dit de prendre fierté en lui-même, parce que, pour mieux ou pour pire, il était l'un des héros qu'il a battu, donc c'est maintenant son royaume, et elle ne lui offrira plus de conseils, ni de l'aide après cela. Mais elle est sûre qu'il pourra gérer tout seul. Lufus est un peu gêné par son comportement plus tôt, car elle ne s'emballe généralement pas comme ça. Elle demande à Libra de supprimer toute photo qu'elle pourrait avoir prise de ce moment, mais Libra hésite un moment, car elle ne sait pas ce qu'est une photo. Agokuros et Ares sont également perplexes, car ils n'ont jamais entendu parler de telles choses avant, et Lufus suppose que des choses comme les photos ne doivent pas exister dans ce monde, mais alors une image passe dans sa mémoire. Et elle se souvient qu'au moment où elle est venue dans ce monde, elle avait mentionné quelque chose concernant le fait que personne ne devrait avoir de photos d'elle. Et Dina continuait la conversation comme si de rien n'était, donc elle doit avoir su ce que étaient les photos, et si c'est le cas, alors il doit y avoir quelque chose qu'elle cache. Donc elle demande à Dina de lui parler en privé à nouveau, et Dina prend un sourire effrayant. Pour aller droit au but, Lufus demande à Dina qui elle est vraiment, car il n'y a aucune chance qu'elle soit conseillère comme elle le prétend. Dina admet qu'elle mentait sur son identité, mais cela devait être évident dès le début, car lorsque Lufus est revenu et a rencontré Dina autour, si Dina avait été vraiment une conseillère fidèle, attendant le retour de son maître, alors elle aurait au moins gardé le lieu propre au cours des 200 dernières années, mais il semblait abandonné quand Lufus est arrivé. Lufus sait également que Dina ne peut pas être l'une de ses anciennes sujets, car si elle l'était, Libra ne se serait pas souvenu de ses destins immédiatement. Dina confirme qu'elle n'est ni conseillère ni subordonnée de Lufus. Elle simple savait que Luffy avait un PNJ avec ce design de personnage dans son tour, donc elle a simplement utilisé cette identité pour se rapprocher de Luffy. Le fait que Dina connaisse le terme PNJ fait penser à Luffy qu'elle doit être une joueuse comme elle, mais si c'est le cas, alors pourquoi les autres disent-ils qu'ils la reconnaissent? Juste alors, Lufas se souvient du moment où Dina avait mentionné qu'elle avait la capacité d'implanter et de modifier les souvenirs des autres, donc elle doit avoir manipulé leurs souvenirs. Dina confirme cela, expliquant qu'elle avait implanté des souvenirs d'elle-même dans Ares lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. Quant à Egokoros, il avait coopéré avec les démons pendant un long moment.
donc elle avait pu lui implanter des souvenirs lorsqu'il était allé au château des démons. Cependant, avec Libra, il n'y avait pas grand-chose que Dina pouvait faire, car la manipulation de la mémoire ne fonctionne pas sur les golems. Après tout, Libra n'a pas de mémoire à manipuler, seulement des enregistrements, donc Dina fut vraiment chanceuse que certains des enregistrements de Libra soient endommagés. Si Dina avait pris tant de peine pour implanter des souvenirs chez les autres, alors Lufus s'inquiète qu'il y ait une bonne chance qu'elle ait manipulé ses souvenirs aussi, mais Dina dit qu'elle n'a pas pu le faire. La volonté de Lufus était apparemment trop forte pour que sa manipulation de la mémoire fonctionne, et même si elle avait tenté d'implanter des souvenirs faux, cela prendrait 1 an de concentration constante pour que cela fonctionne. Pour des raisons évidentes, Dina ne pouvait pas faire cela, donc la seule façon dont elle pouvait tromper Lufus était de prendre la position de conseillère PNJ dans son tour. Le mieux qu'elle pouvait faire était de légèrement pousser les pensées de Lufa, de manière inconsciente, pour qu'elle ne pose pas trop de questions. Mais elle ne s'attendait pas que Lufa soit une joueuse, donc c'était une mauvaise estimation de sa part. De plus, pour clarifier, Dima informe Lufus qu'elle n'est pas une joueuse normale dans le jeu, elle était en fait une bêta-testeur. La société avait apparemment embauché pour tester le nouveau demi-elfe qui a été introduit dans une mise à jour. Et comme bonus, elle était autorisée à voir toutes les données des personnages dans le jeu, c'est pourquoi elle savait que Luffy avait placé un PNJ dans son tour. Cela semble être une violation totale de la vie privée pour Luffy, mais mis à part cela, Luffy se souvient que Dina avait mentionné qu'elle avait manipulé la mémoire d'Agokoros pendant qu'il était au château des démons, donc cela doit signifier qu'elle est capable de se déplacer librement, et Dino confirme à nouveau le théorème de Luffy. Son identité démoniaque est Vénus des 7 luminaires, et elle avait prévu de continuer à jouer le rôle de conseillère de Luffy un peu plus longtemps, au moins jusqu'à ce que Luffy et les démons se détruisent mutuellement. Mais maintenant qu'elle a été découverte, sa seule option est de détruire Lufus et de la transformer en pion. Lufus demande si elle pense vraiment qu'elle peut réussir cela quand son niveau est seulement 300, mais Vénus rit et dit que c'est juste un écran de statut fictif, et en réalité, elle est en fait niveau 1000. Donc elle est à la même force que Lufa. Elle s'élève dans les airs et crée une barrière autour de Lufa pour empêcher quiconque d'intervenir dans sa bataille, puis elle tire un laser vers Lufa. Lufa parvient à bloquer l'impact et reste totalement indemne. Donc Vénus décide d'accroître la difficulté et arrache le fantasme noble de Gilgamesh. Des centaines de lames sont envoyées en vol vers Lufus, et au début, Lufus est inquiet. Mais la puissance de feu de cette attaque est en réalité assez faible, donc elle peut éliminer toutes les lames et en créer quelques-unes de son côté pour riposter. Cependant, avant que les épées puissent atteindre Vénus, elle ouvre un portail et les envoie directement de nouveau vers Lufus, donc Lufus est obligé de s'élancer dans les airs pour éviter d'être touché. Elle essaie de la plaquer de terre, mais Vénus ouvre un autre portail et téléporte elle-même hors de la ligne de mire. Elle puisse ensuite lancer un sort d'eau qui fait pousser des lianes du sol pour viser Lufus, donc pour contrer, Lufus frappe les lianes avec un coup de pied tonitruant. Elle commence ensuite à se diriger vers Vénus de nouveau, mais Vénus lui dit que c'est inutile car elle peut facilement se téléporter hors de la ligne de mire. Cependant, Lufus commence déjà à comprendre les schémas de Vénus, donc lorsque Vénus émerge d'un portail à proximité, Lufus est déjà là, prêt avec son poing levé. Vénus réagit rapidement et esquive le coup, lui donnant suffisamment de temps pour riposter avec un coup de poing de sa propre part. Mais même si c'est un impact direct, Lufus dit que les attaques comme celle-là ne fonctionneront pas contre elle. Venue peut être forte, mais sa classe est toujours une mage arrière-ligne. Donc ses statistiques d'attaque en mêlée ne sont pas à la hauteur de celles de Lufus. Luffy de son côté excelle dans les attaques physiques, donc elle frappe Vénus avec une paume ouverte. En voyant celle-ci s'écraser au sol, Luffy demande à Dina de se rendre car il n'y a aucune chance qu'elle puisse gagner. Techniquement, un mage de ligne arrière pourrait être un frontline, mais cela nécessiterait plusieurs mesures de contrepoids. Et Dina n'a jamais tenté d'utiliser quoi que ce soit de tel, ce qui signifie qu'il ne peut qu'avoir un sens. Bien que Dina ait été effectivement une testeur bêta, elle n'a jamais vraiment approfondi le jeu de base, se contentant de tester l'équilibre des capacités. Après tout, il n'y a aucune raison pour un testeur de continuer à jouer après avoir atteint le niveau maximum. Donc en d'autres termes, Dina ne sait pas ce que signifie être un hardcore en ces jeux, ce qui signifie que Luffy est largement devant elle en compétences. Cela dit, Lufus lui demande de s'arrêter de combattre car il n'y a aucune raison de continuer comme ça. Dina demande si cela signifie que Lufus est prêt à pardonner malgré toutes les tromperies. Et bien que Dina ait trompé Lufus, elle a également été d'une grande aide sur leur voyage, Lufus ne compte pas garder rancune à ce sujet. Mais elle voudrait quand même une explication sur pourquoi Dina a choisi une méthode aussi détournée si son objectif était finalement de détruire les démons. Dina reste silencieuse pendant un moment, puis lorsqu'elle parle, elle dit à Lufus qu'elle n'a pas encore perdu. Elle a encore une technique dans son manche, et la seule façon dont elle reconnaîtra sa défaite sera si Luffy peut survivre à cette prochaine attaque. Dina arrache alors le mouvement de Pain, invoquant une météorite gigantesque dirigée droit vers Luffy, puis elle téléporte hors du rayon d'impact pour laisser Luffy seul face à elle. Luffy pourrait probablement voler pour éviter d'être touché, mais étant donné la taille de celle-ci, elle détruira certainement Gjallarhorn à l'impact, donc elle n'a pas le choix de faire face à l'attaque. Elle monte droit vers la météorite, et malgré la situation folle, Luffy ne ressent aucune peur, parce qu'elle sait qu'elle peut y arriver. Elle active son skill de coup de pied en acier,
Et pour s'assurer qu'elle éclate complètement la météorite, elle ajoute un point faible et met toute sa puissance dans celui-ci, pratiquement la désintégrant instantanément. Du point de vue des anges aux ailes célestes et de Gjallarhorn, cela devait probablement ressembler à une simple pyrotechnie spectaculaire. Et avec la crise écartée, Lufus s'approche de Dina et lui demande si elle souhaite continuer à combattre. Mais Dina avoue sa défaite, car si sa plus forte incantation ne peut pas endommager Lufus, il n'y a aucune chance qu'elle puisse gagner. Lufus demande si elle est prête à expliquer pourquoi elle a fait tout cela, et Dina accepte de parler. Donc elle commence à expliquer qu'elle était une testrice, qui est arrivée dans ce monde juste après que Lupus a été scellé. Elle occupait le personnage d'Avanir qu'elle jouait auparavant. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de personnages forts autour. Il y avait de grandes quantités de personnes au-dessus du niveau 500, mais les niveaux de milliers étaient limités. Et toutes les informations sur les joueurs qui n'étaient pas mentionnés dans les romans étaient complètement disparues. C'est ce qui a fait réaliser à Dima que ce n'était pas le monde du jeu, mais le monde du roman publié. Cela choque Luffy car elle n'avait jamais envisagé cette possibilité jusque-là. Le jeu avait un système de roman qui intégrait les actions des joueurs dans des histoires pour une histoire officielle du monde. C'est mauvais parce que peu de gens ont finalement fait partie des romans. En fin de compte, le nombre de joueurs dépassait largement le nombre d'auteurs disponibles, et il y avait aussi des joueurs qui ne voulaient pas figurer dans les romans. Bien que, si ce monde est vraiment basé sur les événements du roman, Lufus se demande pourquoi un testeur comme Dina est présent en premier lieu. Dina explique qu'elle a déjà cherché partout, et elle n'a pas trouvé personne dans la même situation qu'elle. Tous les personnages de ses amis étaient des résidents de ce monde dès le début, donc elle pensait qu'elle était la seule joueuse amenée ici depuis l'autre monde. Lufus lui dit qu'il pourrait toujours y avoir d'autres comme elle, et qu'elle ne s'en rend pas compte. Et Dina admet qu'il est possible qu'elle ait manqué quelque chose, mais maintenant c'est trop tard, car la plupart des gens de l'époque sont morts depuis longtemps. Il aurait dû être évident dès le début, mais si tous les joueurs de haut niveau du jeu avaient été présents dans ce monde, les démons ne seraient pas parvenus à pousser l'humanité aussi loin en arrière. Dima est extrêmement frustrée, car non seulement elle a été séparée de ses amis, mais elle est également seule dans ce monde sur le point de s'effondrer. Elle n'était pas assez forte pour vaincre le roi démon seul. Donc c'était le meilleur qu'elle pouvait faire pour infiltrer les rangs supérieurs des démons pour retarder la conquête depuis l'intérieur. C'est pourquoi, quand Lufus est revenu, elle a prévu de la faire se confronter au roi démon pour le débarrasser une bonne fois pour toutes. Tout cela semble très convaincant, mais pour une raison quelconque, Lufus sent qu'il y a quelque chose de louche dans l'explication de Dina. Et pour une raison quelconque, elle ne peut pas mettre le doigt dessus. Dina demande si elle a d'autres questions à poser, mais la seule chose que Lufus veut vraiment savoir, c'est si Dina est une urgence. Dina assure Lufus qu'elle n'est pas son ennemi. Bien qu'il serait facile d'interpréter toutes ses tentatives de tromperie comme de la hostilité, elle ne se plaindra pas si Lufus pense toujours qu'elle est une adversaire. Cependant, à la surprise de Dina, Lufus lui demande de revenir et de continuer à être son conseillère. Dina demande si elle est sûre de cela après tout ce qu'elle a fait, mais Lufus ne s'en soucie pas. Après tout, elle doit encore remercier Dina pour tout le soutien qu'elle lui a apporté sur leur voyage, et avoir un sous-fifre avec des plans secrets semble amusant, donc Dina est bienvenue pour revenir si elle le souhaite. Dina est toujours sceptique, donc elle demande si Lufus est vraiment un joueur, car cette réponse sonne trop en caractéristique. Lufus rit et admet que ses souvenirs de joueur et ceux de ses personnages se mélangent un peu, donc elle agit souvent en caractéristique. Mais la principale raison pour laquelle elle veut que Dina soit à ses côtés est parce qu'elle est simplement ravie de trouver quelqu'un dans la même situation qu'elle. Oui, Dina a essayé de la manipuler pour qu'elle combatte le roi démon, mais Lufus allait le faire de toute façon, donc rien n'a vraiment changé. Dina est touchée par l'acceptation de Lufus, donc elle accepte de servir fidèlement comme sa conseillère jusqu'à ce qu'elle ait vaincu le roi démon. Mais quelques instants plus tard, les sous-fifres de Lufus arrivent et ils s'inquiètent de la météorite qu'ils ont vue plus tôt, donc ils demandent à Lufus ce qui s'est passé. Lufus ne peut pas exactement expliquer son combat contre Dina à eux, donc elle dit simplement qu'elle a été attaquée par une force mystérieuse. Les autres ne questionnent pas cela. Donc Lufus continue en disant qu'il devrait se préparer à partir pour aller chercher Parthénos. Et parlant de cela, elle demande à Ongokoros s'il a des informations sur les autres étoiles célestes. Et en fait, il en a. Il lui dit que Scorpius travaille également avec les démons en ce moment, et Léon est en train de combattre la princesse des vampires, Banette Nash. Cela semble beaucoup de problèmes à venir, mais il y a en fait une autre chose que Ongokoros veut mentionner. Il a entendu une rumeur parmi les démons, selon laquelle le royaume a réussi à invoquer un héros. Dans le château de Levetine, nous voyons les magiciens royaux terminer la cérémonie d'invocation, et au centre du cercle, un garçon apparaît qui ressemble exactement à un protagoniste d'anime moyen. Minami était un élève ordinaire d'un lycée en route pour la classe il y a quelques minutes, mais tout à coup, il a commencé à entendre des voix lui demandant de l'aide, et la prochaine chose qu'il sait, il est transporté dans une pièce où une douzaine de personnes le regardent. Ils lui disent qu'ils sont ceux qui l'ont invoqué ici, et qu'ils implorent son aide, car ils ont besoin qu'il combatte les démons, ainsi que le conquérant, Lufus. Minami ne sait pas du tout ce qui se passe, ou qui est Lufus,
et n'importe quel enfant normal serait hésitant à accepter de se battre pour une nation qu'il a kidnappée contre son gré, mais Minami a toujours eu un rêve de devenir policier. Et s'il veut rester fidèle à lui-même, il ne peut pas tourner le dos aux gens qui lui demandent de l'aide. Il accepte de devenir leur héros, mais quelques semaines passent, et il commence à réaliser que devenir héros est plus difficile qu'il ne l'a pensé. Il a été formé sous Frédéric, l'un des plus grands espadons du monde, et il ne veut pas dire qu'il ne veut pas mettre les efforts nécessaires pour apprendre à se battre. Mais Frédéric refuse de parler anglais, donc Minami ne sait pas ce qu'il dit. Il essaye de communiquer qu'il a du mal à gérer une épée, donc il se demande s'il y a une autre technique qu'il pourrait utiliser, mais Frédéric grogne soudainement, et Minami se tait immédiatement. Juste alors, le vice-capitaine arrive et traduit les grognements de Frédéric pour expliquer à Minami que Frédéric est en colère parce qu'il se concentre constamment pendant la formation. Et juste alors, Frédéric bondit sur une souris cachée dans un tas de foin près. Juste alors, Cross court vers Minami et lui dit qu'ils ont finalement formé le groupe qui l'accompagnera dans sa mission. Et Minami est surpris qu'il se produise si rapidement, mais il suit Cross pour rencontrer le roi afin qu'il puisse être introduit à son nouveau groupe. Il lui dit qu'il composera de Frédéric, le vice-capitaine, Cross et Alfie, la fille de Gantz, l'aventurier que Luffy a rencontré à Megreza City. C'est le meilleur que le royaume a à offrir, mais en plus, les opérations secrètes personnelles du roi. Banami est honoré d'avoir de si habiles compagnons, mais ensuite il entend le roi dire qu'il est temps pour lui de partir, et il hésite un instant car il est arrivé il y a seulement 3 semaines, donc il semble un peu tôt de lui demander de vaincre le roi démon. Franchement, il ne pense pas qu'il est assez compétent pour sauver ce monde, et il ne sait toujours pas à quel point le seigneur des démons ou Lupus est fort. Mais si le roi dit qu'il est prêt, alors il croit qu'il doit être prêt. Pauvre gosse. Cependant, juste avant qu'il ne commence son voyage, Minami remarque soudainement une plume sombre descendre du ciel, suivie par plusieurs autres après. Tout le monde regarde le ciel avec terreur écrite sur leur visage, mais Minami est juste confus, car il ne sait pas vraiment ce qui se passe ici. Personne d'autre n'a même le courage de parler. Donc Minami regarde vers le ciel pour voir ce qui se passe et voit à la fois Lufus et le roi démon Orm se regarder en face. Cross commence à trembler de peur car il pense que ces deux-là viennent détruire le royaume. Mais en réalité, Lufus et Orm semblent beaucoup plus concentrés l'un sur l'autre. Précédemment, Agokuros a informé Lufus qu'un nouveau héros avait été invoqué dans le royaume, et elle se souvient que le titre de héros est une classe très spéciale. En fait, il est si spécial que la plupart des joueurs du jeu ne connaissaient même pas son existence, jusqu'à ce qu'Aliot le découvre. En conséquence, ses capacités ont grandi si rapidement qu'il est parvenu à grimper en tête des classements du jeu en un rien de temps. Si le royaume a vraiment invoqué un autre héros, alors cet héros a probablement un potentiel fou. Mais cela ne signifie pas qu'il est assez fort pour se défendre encore, et si Agokuros connaît l'invocation, cela signifie que les démons doivent aussi la connaître, donc ils essayeront sûrement de l'attaquer pendant qu'il est encore assez faible pour être facilement géré. Les autres sont d'accord avec l'analyse de Lufus, mais Dina souligne que le royaume a toujours la barrière créée par Allié pour le protéger. Donc même si les 7 luminaires attaquent, il serait vaincu. Lufas demande à Dina ce qu'elle entend par une barrière. Donc Dina rappelle à Lufas le skill du héros, la succession d'âmes. Lufas se souvient des effets de ce skill, et c'était un vrai cauchemar à gérer. Il crée une zone de protection qui buffe significativement les alliés et débuffe les ennemis à l'intérieur. Et la partie la plus irritante de ce skill est le fait que les effets persistent jusqu'à la fin du combat. Cependant, cela a un coût. L'utilisateur meurt immédiatement et est réincarné à la spawn après avoir activé la capacité, bien que la mécanique de réincarnation n'existe pas vraiment dans ce monde, donc utiliser cette capacité signifie la mort permanente. Apparemment, Aliot a sacrifié sa vie pour ériger cette barrière autour du royaume, et Lufus respecte sa dévotion à protéger son peuple. Elle demande si la présence de la barrière signifie que le royaume est un endroit sûr pour l'héroïne, et ses sous-fifres confirment cela, car même Arès et Egokoros auraient du mal à combattre à l'intérieur de la barrière, et la même chose irait pour n'importe quel lumineux, donc tant que le roi démon lui-même ne montre pas le bout de son nez, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Écoutez cela rassure Lufus un peu, mais elle est toujours inquiète pour la situation à l'avant. Donc elle dit à tout le monde qu'elle va y aller un petit moment, et elle reviendra demain. Lufus finit par arriver au royaume, et elle s'arrête en dehors de la barrière pour admirer sa force. Il n'y a aucun moyen que les 7 luminaires osent mettre un pied ici. Mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui peut gérer les effets de la barrière, et c'est le roi démon Orm. Revenons au présent. Lufus et Orm se font face, et le roi démon dit qu'il est ravi de pouvoir enfin la rencontrer. Quand il dit cela, il la nomme Alcor et commence à libérer sa puissance, et la pression terrifiante fait tomber la partie de l'héroïne au sol. Lufus est confuse par le nom Alcor, donc Orm l'explique qu'il est le nom qu'il et les autres démons utilisent Bolzo pour elle, par peur et respect. Il signifie le statut de la mort de Porton, et elle a reçu ce titre car tous ceux qui croisent son chemin finissent par mourir. Lufus est amusé et demande au roi démon s'il est venu ici pour tuer l'héroïne parce qu'il est effrayé d'elle. Mais Orm rit et dit qu'il n'y a que 2 personnes qu'il craint. Une est la déesse omnipotente, et l'autre est Lufus. Cela dit, la vraie raison pour laquelle il est venu aujourd'hui est parce qu'il savait que Lufus serait ici, et il voulait la rencontrer.
Il a une confession à faire, car dans le passé, il a toujours évité de se confronter à elle, parce qu'elle était la force la plus forte qu'il ait jamais vue. Mais c'est seulement après qu'elle a été vaincue qu'il a réalisé que Lufus était la seule à agir en dehors du scénario de la déesse, donc il ne devrait jamais avoir permis à Lufus d'être vaincu. Lufus demande ce qu'il veut dire, mais Orm lui dit qu'elle doit prouver qu'elle est digne de savoir la vérité si elle veut la connaître. Ils volent tous les deux dans les airs et commencent leur bataille, infligeant des coups dévastateurs de l'échelle des catastrophes naturelles l'un à l'autre. Le terrain s'effondre sous la force de leurs attaques, et Minami est stupéfait par ce qu'il voit. Mais il prend beaucoup mieux que les autres ici, car Alfie est en pleine panique, car elle ne peut pas croire que le roi attendait qu'ils se battent avec ces deux monstres un jour. Lufus et Orm continuent de se battre, mais Orm réussit à attraper sa jambe à un moment et la tourne autour avant de lui donner un coup de poing dans la poitrine. Cela lui enlève le souffle, elle peut contre-attaquer avec un coup de genou au menton, projetant Orm dans les airs, puis elle le suit jusqu'à ce qu'il soit au-dessus des nuages. Elle lui donne un coup de poing si fort que les nuages se cassent derrière lui. Mais dans une situation folle, Orm parvient à bloquer son attaque avec une seule main. Il lui dit qu'il est impressionné car il n'a ressenti une telle force depuis sa bataille contre les 7 héros il y a 200 ans. Et Lufus essaie de se dédoubler en disant qu'il est aussi un adversaire digne. Mais intérieurement, elle est paniquée car Orm vient de bloquer un attaque à plein pouvoir comme si de rien n'était, donc elle n'a aucune chance de le battre. Leur courte bataille a déjà réduit ses points de vie de 50 000 et elle est certaine que Orm a beaucoup plus de points de vie qu'elle, donc continuer à combattre serait une erreur. Elle retourne sur Terre sans un mot de plus et Orm la suit calmement. De son côté, sur le sol, l'héroïne est toujours en désordre après la terrible bataille qu'ils viennent de vivre, et Alfie peut avoir besoin d'un thérapeute après ça, mais Ménomine semble tenir bon, donc il se tourne vers Lufus et le roi démon. Le roi démon dit à Lufus qu'elle a fait bien jusqu'à présent, mais il demande pourquoi elle n'a pas utilisé sa pleine force. Lufus ne comprend pas ce qu'il veut dire car elle a été en plein effort. Mais elle se souvient que 200 ans auparavant, avant qu'elle ne soit vaincue, elle avait une puissance bien plus grande que celle qu'elle affiche aujourd'hui. Sappho est surprise d'apprendre que Lufus était encore plus terrifiant avant qu'il ne possède son corps, et voyant la confusion sur le visage de Lufus, lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Il maudit la déesse car elle doit avoir mis en place des contre-mesures pour s'assurer que Lufus ne pourrait plus lui opposer de résistance, donc il est trop tôt pour que Orm puisse combattre elle, car elle ne pourra pas surmonter le scénario de la déesse comme ça. Lufus demande ce qu'il dit, donc Orm explique que tout dans ce monde suit actuellement le scénario de la déesse, et cela inclut les démons de folk. En fait, ils sont juste des pions utilisés pour rendre les choses plus excitantes pour la déesse. Par exemple, le fait que personne n'a jamais enquêté sur pourquoi les démons tuent en premier lieu. Luf a supposé que c'était parce qu'ils voulaient étendre leur territoire. Mais Orm explique que c'est seulement une partie de la raison. Les démons disparaîtront, littéralement, s'ils ne tuent pas de gens, car c'est ainsi qu'ils ont été créés par la déesse. Et ceux qui disparaissent ont leur essence répandue dans le monde pour créer de l'énergie magique. Cela signifie que si les démons n'existaient pas, il n'y aurait pas de magie dans le monde, mais en même temps, parce qu'ils existent, le monde est coincé dans un cycle stérile de tuerie inutile. C'est exactement comme cela que la déesse l'a prévu, et elle a laissé Orm en charge de gérer les démons pour s'assurer qu'ils ne sortent pas de contrôle. Lufus ne savait rien de tout cela. Mais tout à coup, Cross parle et demande des réponses, car ce que le roi démon vient de dire suggère que la déesse de la miséricorde, une déesse aimante, joue avec le monde, et il ne peut pas le croire. Confirme que c'est vrai, bien qu'il ne voit pas le point d'informer la vérité à quelqu'un qui est toujours sous le scénario de la déesse. Et des larmes commencent à monter et à couler dans les yeux de Cross, car il a consacré toute sa vie à servir la déesse pour rien. Orm continue en soulignant que le fait que les héros aient choisi de trahir Lufus est un signe de l'influence négative de la déesse. Ils auraient pu facilement attendre qu'elle ait vaincu tous les démons pour la prendre, mais au lieu de cela, ils ont choisi de la tuer avant la bataille finale, ce qui était une décision naturellement stupide. Lufus est d'accord avec l'argument d'Orm, surtout car tous les héros restants semblent regretter leurs actions maintenant. Et il explique que la raison pour laquelle la déesse les a tournés contre elle est parce qu'elle était la plus susceptible d'atteindre la vérité avant quiconque. Cependant, avant que Orm puisse dire quoi que ce soit de plus, Dina ouvre un portail et attaque tandis que Libra s'envole pour chasser Lufus, lui disant qu'il est le meilleur choix pour reculer maintenant. De son côté, sur la falaise, Warm s'adresse à Dina et lui dit que c'était une attaque audacieuse. Il a érigé un barrage sonore autour d'eux, donc il lui dit qu'elle est libre de parler, et il lui demande si elle savait que Lupus était affaibli. Dina sourit et lui dit qu'elle savait, donc Orm demande si elle était responsable, mais elle lui dit que la seule personne assez forte pour faire quelque chose comme ça serait la déesse omnipotente, Alovines, et ce n'est pas elle. C'était la fin de l'épisode 11. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.